Bonsoir à tous. Le milieu sportif camerounais est choqué par les atrocités qui ont eu lieu le week-end dernier dans la région du Sud-Ouest. Dans la matinée de ce 24 octobre, souvenez-vous, des enfants qui se trouvaient dans des salles de classe ont perdu la vie dans une attaque. L'horreur s'est produite au sein de Modern Francisca International Bilingual Academy, une école basée à Fiango, à Kumba, dans cette région. Et depuis, les sportifs continuent d'exprimer leur indignation. Pareil pour le Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui rallume le flambeau de la trêve olympique, qui est une voie recommandée, dit-il, pour arrêter les hostilités et aller vers la construction d'une paix durable. Outre la sortie des sportifs face au drame de Kumba du 24 octobre, on parlera également ce soir dans cette émission de cette Assemblée générale extraordinaire de la Ligue de football professionnel tenue hier à Yaoundé, tout comme on va revenir sur la liste des joueurs présélectionnés pour la double confrontation contre le Mozambique. C'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. En plateau ce soir, notre confrère Thierry Ndo de Sky One Radio à Yaoundé. Bonsoir Thierry. Bonsoir Lydie Makeda, bonsoir également à l'autre invité que vous allez présenter, bonsoir à ceux qui nous regardent. Bonsoir également à toutes les populations du Cameroun, spécialement celle de Kumba. Kumba qui était plus connu de manière triviale par ces fameux passages. À l'époque, on estimait que lorsque vous aviez un âge ajouté, vous étiez passé par Kumba, mais depuis le 24, Kumba, ça ne fait plus rire personne. Ou alors pas son pain aussi. Son pain également, le pain de Kumba, lorsque vous étiez de passage là-bas. Ce pain qui était d'abord difforme et qui ne laissait personne indifférent. Mais depuis le 24, c'est la consternation, c'est l'émoi, c'est la tristesse, cet infanticide que nous avons tous vécu, parce que chacun l'a vécu. Moi, je l'ai vécu très tard le soir, à partir de mon téléphone. Très effroyable, ce qu'on a vu dans ces vidéos. On va parler dans un instant. Timothée Makongo, ancien footballeur, est avec nous ce soir. Maxime, bonsoir. Makeda, bonsoir à mon confrère en face. Bonsoir aux téléspectateurs. Nous avons tous été absolument choqués par le drame de Kumba. Et nous demandons pourquoi ces trucs-là. Est-ce que les hommes qui sont derrière ont atteint un point d'humanité ou bien un point de non-retour en matière de pudeur ou de tuerie? C'est quelque chose d'inacceptable, surtout qu'il s'agit des enfants. Et quand on parle des enfants, c'est tout l'avenir du Cameroun qui veut être arrêté. C'est tout l'essor du Cameroun qui va être arrêté. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais nous déplorons absolument cette situation. Et depuis samedi, des hommages se multiplient, notamment dans le milieu sportif aussi. Il y en a qui sont quand même sortis de leur réserve pour exprimer leur indignation et condamner évidemment l'assassinat de ces enfants à Kumba. C'est notamment le cas de la footballeuse internationale Chout Adjara qui a changé sa photo de profil Facebook en signe de deuil, comme on peut le voir sur cette image. Depuis Munich en Allemagne, le capitaine des Lions indomptables, Eric Maxime Choupo-Moting, porte également le deuil, comme on le voit aussi sur sa page Facebook. C'est à travers un tweet que l'ancien footballeur Patrick Magic Mboma a réagi. Il a dit, je cite, « Incroyable scène de violence au Cameroun, difficile de trouver un paisible sommeil face à de telles atrocités. » Fin de citation. Il y a aussi l'ancien capitaine du Cameroun, Stéphane Bia, qui s'est exprimé sur sa page Facebook. Le Cameroun saigne, je pense aux familles brisées à Kumba par ces actes odieux et lâches. Aller à l'école n'est pas un crime. C'est la jeunesse et l'avenir de notre pays qui ont été touchés. Fin de citation. Alors peut-être une réaction, Thierry, au vu de ces différentes sorties de nos sportifs qui, généralement, ne s'expriment pas sur d'autres sujets autres que ce qui leur concerne. On pourrait également ajouter d'autres sportifs, notamment, j'ai vu sur ses statuts samedi soir, la capitaine des Lions indomptables du Cameroun de football, Gabriel Aboudi-Ngeni, qui a également décidé de porter le deuil avec ces différentes images de Kumba sur ses statuts. On a même vu également, j'ai vu une petite vidéo de Nicolas Nkoulou, le joueur de Torino, avec une Bible en main, implorant le ciel. Chacun y est allé de son commentaire. Ce qui consterne tout le monde dans cette affaire,
c'est pas le fait d'être sportif ou d'être politique ou d'être journaliste. On reste sportif. C'est la oui, c'est un peu le caractère sensible. On parle des enfants. C'est William Wordsworth qui disait généralement qui dit dans son poème que l'enfant c'est le père de l'homme. Oui. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'enfant, quel que soit. Moi, je me souviens un peu de ce que nous disait notre prof de philo en terminale. Quel que soit le nombre d'années que vous aurez plus tard, il y aura toujours quelque chose d'enfantin que vous aurez en vous lorsqu'on vous rencontrera. C'est-à-dire, Lydie Makeda est déjà journaliste depuis des années, travaille à STV, mais si elle rencontre une camarade de fac ou de classe, il y a toujours quelque chose qui va rappeler cette dernière ou ces derniers de votre passage. C'est exactement la même chose avec les enfants. Les enfants, c'est quelque chose d'hypersensible. Vous savez, moi je dis toujours au mien, les enfants, c'est le bâton et la carotte. Les images, je vous assure, je les ai regardées très tard parce que j'étais à une cérémonie chez ma soeur. Lorsque je me suis retrouvé, je suis rentré, je me suis connecté, j'ai vu ça. Je n'ai pas d'abord cru. Mais lorsque j'ai vu comment ça tournait en boucle, jusqu'à ce jour, je n'ai pas osé regarder la vidéo. C'est-à-dire que cette vidéo, on a une vidéo où vous avez des corps qui gisent sur le sol. Moi, j'ai vu le sous-préfet de Koumba en larmes sur une autre vidéo le lendemain. C'est assez effroyable. On a le sentiment que c'est peut-être le sang de chèvre ou de poulet, mais je vous assure, j'ai regardé cette vidéo. Voilà, 10 secondes, j'ai zappé. Donc, les sportifs, vous savez, le sport, il a quelque chose de particulier. Vous avez vu dans plusieurs pays au monde, des sportifs ont porté. Moi, je me souviens en Côte d'Ivoire, lorsque la guerre battait son plein au milieu des années 2000, on a vu des sportifs s'ériger. Je dois d'ailleurs vous dire que la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde 2006 a beaucoup aidé le public ivoirien. Donc, quand vous voyez les artistes, les sportifs prendre cette posture-là, on a touché le fond. Vous avez parmi ces sportifs des mères de famille, des pères de famille. Imaginez un seul instant que moi j'ai vu des posts, une dame qui est morte sur le carreau et a appris que 4 de ses enfants étaient dans cette salle de classe. Elle est morte sur le champ. Moi j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Donc le message des sportifs, il va dans ce sens-là. Vous savez, Makeda, on ne va pas faire le débat, on va laisser ce débat aux hommes politiques, aux politiques également. Mais je vous assure, dans cette affaire, quand on étudie un peu l'histoire, on dit vraiment, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, on ne touchait pas aux écoles, on ne touchait pas aux hôpitaux. C'est-à-dire, ces édifices-là étaient surprotégés. Les factions faisaient tout pour ne pas saboter et les écoles et les hôpitaux. Pourquoi ? Parce que ces écoles-là, c'est l'avenir. Les hôpitaux, si vous brûlez les hôpitaux, qui va s'occuper des blessés de guerre? Imaginez un peu ces récits-là, qu'on apprenne qu'on retrouve 8 enfants tués sur le coup, égorgés comme on l'a vu. Ça fait froid d'eau. Et moi, j'ai apprécié instinctivement l'attitude de tous ces sportifs qui sont directement impliqués avec des messages. Le même samedi, lorsque vous avez un peu fait le tour des réseaux sociaux, vous avez vu que chacun essaie de porter le... C'est assez effroyable. On parle quand même des enfants dont l'âge varie entre 8 et 12 ans. Se retrouver, je ne vais pas utiliser des grosses expressions. Moi, je leur dis dans mes propres statuts que j'espère que ces enfants vont trouver un repos apaisant. Parce que mourir de cette façon, dans ma langue maternelle, on appelle ça le karma. C'est-à-dire, généralement, quand il y a des morts de ce genre chez les bêtis, il faut des rites. Il faut des morts violentes, des morts accidentelles. Généralement, lorsqu'on fait le deuil, le corps n'entre pas à l'intérieur. Ça, c'est des rites qu'on fait pour essayer de chasser, conjurer ce mauvais sort-là. Vous avez quand même une dizaine d'enfants tués de cette façon-là. Je ne sais pas si on imagine un peu le traumatisme que ça peut créer. Moi je vous dis, je n'ai pas pu regarder au bout. J'ai vu 10 minutes, 10 secondes. Après, j'ai arrêté la vidéo. C'était assez effroyable. Donc, on va dire merci à tous ces acteurs du sport qui ont décidé de donner de la voix pour dire plus jamais ça. Plus jamais ça. On peut tout faire. On peut discuter, on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses sur le plan idéologique, mais on doit laisser les enfants, parce que Makeda, votre fils que vous avez à la maison, les enfants de Timothée, les miens, on partira, c'est eux qui resteront avec ce pays, et de génération en génération, il faudra perpétrer ça. Mais voir
ce qu'on a vu à Kumba, du sang jaillit comme ça, répandu sur tous les murs de cette salle de classe, c'est assez... Donc, beaucoup de courage à ces familles, toutes ces familles-là, et surtout, comme je l'ai dit, plus jamais ça. Alors, la situation est extrêmement grave, c'est extrêmement c'est choquant ce qui se passait, Timothée Makongo, pour que tout le monde se sente concerné, y compris les sportifs. Mon frère a tout dit tout à l'heure, et je ne vais pas revenir sur certains détails. La seule chose qui me chagrine, c'est l'état d'esprit des donneurs d'ordre. Dans quel état d'esprit ils étaient? Si, quand on regarde des gens qui se préparent à les tuer froidement, des enfants, et qui donnent des ordres pour qu'on les tue, non seulement qu'on les tue, mais on les déchiquette comme de la viande ordinaire, je ne sais pas, ils sont pires que des démons. C'est pour ça que c'est quelque chose d'effroyable. Parce qu'on n'ose même pas penser à quel type de punition donner à ces gens-là. Parce que ceux qui agissent sur le terrain, apparemment, on a rattrapé quelques-uns, on se rend compte que c'est des idiots. Des gens qui ne savent même pas où ils en sont, ils entrent dans une bataille qu'ils ne comprennent même pas. Mais ceux qui comprennent les batailles, qui sont eux aussi des intermédiaires, parce que je suis sûr que les commanditaires qui sont aux États-Unis sont aussi intermédiaires par rapport aux Blancs et autres qui leur donnent des ordres. Mais moi, je dis... c'est très beau. Moi, je suis content pour tous ces messages de soutien. Mais j'ai dit qu'il faut aller au-delà des messages de soutien. Je veux dire que... C'est-à-dire quoi? Les sportifs devraient faire plus? Oui, ça dit faire plus, ça dit demander. Sensibilisation. Sensibiliser, ça dit aller même à Kumba, sensibiliser les populations pour qu'elles soient... On va y revenir. Oui, parce que on va y revenir. Peut-être le temps de s'arrêter aussi sur la réaction du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui regroupe quand même toutes les disciplines sportives dans notre pays. Le comité qui a donc réagi par voie de communiqué le 26 octobre en condamnant évidemment ce qui s'est passé et a rappelé le but de l'olympisme qui est, d'après le communiqué, de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine. Et le comité continue en disant qu'il est affligé par cette tragédie macabre et il condamne donc avec la dernière énergie cette barbarie humaine et rappelle à tous que l'éducation est un droit fondamental de l'enfant et que la violence contre les écoles et les écoliers innocents n'est acceptable en aucune circonstance. Voilà un peu la réaction du CNO qui, dans la foulée, je le disais tantôt, rappelle la philosophie de la trêve olympique, principe fondamental des Jeux de l'Antiquité proclamé par le Comité international olympique et le secrétariat général des Nations unies à la veille de chaque édition des Jeux olympiques modernes, est une voie recommandée pour arrêter les hostilités et aller vers la construction d'une paix durable. Alors Thierry, peut-être une réaction par rapport à cette sortie du CNO? Non, c'est une réaction logique. Le Comité national olympique et sportif comme est dans son rôle. On parle de l'olympisme. Donc il y a certaines valeurs. Vous connaissez la plus célèbre d'entre elles, de Pierre de Coubertin. Lorsqu'on va aux Jeux olympiques, à l'époque, lorsque les Jeux olympiques de l'Antiquité, parce que là nous sommes dans les Jeux olympiques des temps modernes, de Coubertin disait l'essentiel c'est pas de gagner, c'est de participer. Vous voyez déjà le message qu'il y a derrière, c'est un message subliminal, c'est-à-dire vous partez d'abord, c'est le fair play, c'est l'engagement, c'est la convivialité. Il se dit d'ailleurs qu'à chaque puisque les JO c'est plus de 100 ans aujourd'hui, à chaque fois, vous avez vu même pour les Coupes du monde de foot en période de guerre, on s'est arrêté, notamment la Deuxième Guerre mondiale. Les Jeux olympiques, on s'est arrêté. Donc, ces valeurs de l'olympisme s'adressent à tout le monde, y compris à ce qu'on peut appeler les belligérants. Un petit exemple, vous avez vu le drame qui a secoué les États-Unis en début d'année. Kobe Bryant, le basketteur américain retraité qui décède dans un crash d'hélicoptère avec sa fille. Sa fille de, je crois, 13 ans. Vous avez vu les mois, il y avait un enfant parmi, il y avait également une de ses camarades. Il accompagne ses enfants jouer un match de basket. Donc, les enfants, c'est quelque chose d'assez sensible. Donc, le message du comité... C'est sacré. Oui, c'est sacré. Le message du comité national olympique et sportif arrive à point nommé dans cette ambiance-là. Peut-être, comme on va peut-être l'évoquer tout à l'heure dans le volet des propositions, mais je crois qu'ils sont dans ce genre d'attitude. On va dénoncer, on va fustiger, mais on va également appeler à l'apaisement parce que de ce qui s'est passé, comme même vous l'avez dit, les enfants c'est sacré. Vous savez, un simple cas,
lorsque votre enfant est malade, mais vous ne dormez pas. Vous êtes malade deux fois plus. Lorsque il est même à l'école et il est malade, mais vous n'êtes pas tranquille. Et c'est en ça que je dis, pour prendre notre cas, nous les journalistes, plus encore de sport, c'est parfois un métier ingrat. Parfois, vous êtes obligé de venir travailler alors que vous avez votre enfant qui est malade, qui est à l'hôpital, et vous êtes obligé de faire la navette. Donc, imaginez donc ce drame-là, d'apprendre que votre enfant allait à l'école le matin, et vous ne le reverrez plus jamais, abattu froidement, découpé. Donc, le message du Comité national olympique et sportif du Cameroun est un message de paix et surtout de sensibilisation, parce qu'il n'est plus besoin de jeter de l'huile sur le feu. Nous, on ne va pas faire le débat des politiques aujourd'hui, mais juste que les sportifs, qui sont également des citoyens ordinaires comme tout le monde, qui ont des familles, ça aurait pu être nos familles, Kumba, peut-être parce que c'est une zone qui est dans cette une ville qui est engluée dans cette guerre-là, qui cristallise toutes les attentions depuis quasiment 3-4 ans. Donc, je pense que c'est un message de paix et qui va davantage susciter une sorte de prise de conscience. Je vous ai dit, moi j'ai vu le sous-préfet de Kumba, il a regardé, il s'est mis à pleurer. C'est assez difficile de comprendre ce qui s'est passé. On ne va pas essayer d'interroger la mémoire de ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? On dit juste que dans ce genre d'affaires, vraiment, comme je l'ai dit, les hôpitaux, les écoles, c'est sacré. On en avait déjà parlé il y a 1 ou 2 ans, lorsque certaines écoles, on disait, on ghost town, il n'y aura pas de classe. Non, les enfants, vraiment, ils n'ont pas demandé à être là. Vous savez d'ailleurs que dans certains pays en Afrique, les enfants sont devenus comme des mines antipersonnelles. Vous avez des enfants avant 10 ans qui savaient déjà manier des armes, des enfants à qui on a appris l'art de la guerre. Donc l'enfant, c'est d'abord l'éducation. Donc je pense que M. Kalkaba Malboum et toute son équipe sont fondés à sortir ce communiqué pour sensibiliser davantage l'opinion publique, parce qu'on porte le deuil. On porte le deuil et en ce type d'occasion, ce sont les mots, il faut les choisir pour ne pas envenimer la situation et pour essayer de donner du réconfort. Moi, je ne peux pas être à la place, je ne m'imagine même pas être à la place de ces familles-là. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Pour sortir un soir, j'ai ma soeur qui m'a appelé que sa fille n'était pas encore en école. Imaginez un peu. Je ne parle même pas de mon fils, je parle de ma nièce qui est comme ma fille, mais c'était la panique. Elle était avec ses camarades à aller jouer. Imaginez donc ça, on parle d'un drame. Si vous vous souciez déjà d'un enfant qui est malade, qui n'est pas encore en train de certaine... Imaginez donc que plusieurs familles ne verront plus leurs enfants. Et lorsqu'on vous dira que ces enfants ont été sauvagement assassinés, donc je pense que c'est un message qui tombe à point nommé. Surtout qu'il faut désormais sensibiliser. Parce qu'il faut dire, il dit que les prochaines compétitions majeures que le Cameroun va habiter se tiendront dans ces parties du pays. Voilà, on va y revenir. Même lecture aussi, Timothée, par rapport à cette sortie du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Disons que, bon, dans une certaine mesure, même lecture, mais disons que j'ai 2-3 choses à relever quand même, parce que, vous savez, les gens, le discours du Comité olympique, là, c'est un discours que tout le monde connaît. C'est-à-dire que toutes les parties camerounaises, quel que soit le truc, connaissent ce genre de discours. Ils connaissent que c'est une revendication normale, c'est une plainte normale, c'est un cri tout à fait logique. Même ceux qui ont commis ce truc savent qu'il y aura ce genre de cri. Mais derrière, c'est un truc, la chose qu'on cherche, c'est une réalité réparatrice. Qu'est-ce qu'on propose pour réparer quelque chose, pour arranger des choses? Parce qu'en réalité, ce n'est pas la sensibilisation des masses. Ne prends pas. Là où une masse est déjà dépassée, là où une masse n'a plus, on n'a plus d'emprise, une masse qui est dépassée par beaucoup de perturbations en termes de corruption, perturbations en termes d'organisation sociale, perturbations par beaucoup de perturbations. Quand cette masse est déplivrée, c'est qu'elle ne croit plus en rien. Imaginez le cri d'un père. Vous lui dites que bon, c'est vrai, nous vous sensibilisons, nous soutenons votre cri, nous soutenons votre cri. Et il s'en fout. Il a un cri qui est indélébile, qui est une marque indélébile qui va rester toute sa vie sur lui. Donc en fait, je pense qu'il faut plus se pencher sur les solutions, parler à l'État du Cameroun, leur dire ok, nous vraiment, nous vous comprenons, ce truc-là est horrible, nous ne comprenons pas comment ça peut se faire au Cameroun. Le comité olympique propose à l'État que vraiment, il faut réagir le plus rapidement possible. Au-delà du communiqué, il faut que le CNO... Oui, que eux-mêmes, éventuellement, ils aillent à Kumba tenir
un discours d'apaisement, un discours de soutien, un discours qui se déplace vers le combat. C'est des actions positives. Mais le discours n'a plus de place dans une réalité où l'incrédulité a pris une place incroyable. Beaucoup d'espace. Donc je dis, c'est bien beau le discours. Tout le monde va faire des discours, tout le monde va dire, mais tout le monde connaît ces discours. Tout le monde sait ce que c'est. Il y a un baratin qui est là, qui est un peu conventionnel, mais en réalité, le vrai discours réside dans qu'est-ce qu'il faut faire maintenant. C'est une question que vous posez, Timothée Makongo. Hein, et comme je le disais tantôt, les sportifs rarement se prononcent sur d'autres sujets autres que le sport. Ouais. Mais la sortie de nos différents sportifs par rapport à ce qui s'est passé à Kumba ces derniers jours, c'est pas de l'inédit, puisqu'on a parfois vu aussi ce qu'on peut appeler l'engagement sportif. Ailleurs, le sportif qui n'est pas seulement là pour les résultats lors des compétitions, mais qui peut aussi s'engager dans une autre compétition qui est donc celle du social. Et on a aussi vu les causes humanitaires être défendues par les sportifs. On se rappelle par exemple que Cassius Clay, Mohamed Ali, la légende de la boxe, s'est engagé en faveur de la lutte pour les droits civiques des Africains américains. On se rappelle d'ailleurs que ça tournait en Afrique en 1964, au lendemain de la création de l'OUA, qui est devenue l'UA, lui avait donné une autre image de l'Afrique et il avait d'ailleurs dit « Jusqu'à ce que je vienne au Ghana, je n'avais jamais pris conscience que j'étais si populaire et si aimé par les Africains, mon peuple ». Fin de citation. Ça, c'était Mohamed Ali. Et plus tard, quand il est rentré du côté des États-Unis, il a refusé, par exemple, de s'engager aux côtés des forces américaines dans la guerre du Vietnam. L'ascension, on la connaît tous, a été immédiate. Et il a certes évité la prison, mais avait perdu sa licence de boxeur et son titre. Mais il n'avait pas reculé pour autant sur ses positions. Il a continué de lutter, de dénoncer l'injustice et le racisme. Aujourd'hui, avoir un peu les réactions de nos sportifs, Timothée Makongo, avez-vous l'impression que c'est qu'elles devraient être, sont-elles aussi fortes? Non, je crois qu'elles ne sont pas fortes. En réalité, elles ne sont pas fortes parce que face à l'horreur de ce qui est arrivé à Kumba, ce qui est inédit, ça s'occupe des hommes normaux, s'occupe comme ça des enfants, les lacères, les couples, les découpes, et au mépris de tout le monde, au mépris d'une organisation, c'est-à-dire il y a une force démoniaque derrière, quelque chose de terrible, qui dépasse toute forme de morale, toute forme de pudeur, toute forme de frontière. C'est quelque chose qui n'obéit plus, qui n'obéit plus à aucun discours. Alors, il faudra avoir en conséquence un discours aussi puissant, aussi lourd. Il faut absolument que par tous les moyens, que ceux qui ont commandité, qui ont opéré dans cette égalité, soit... on reste un peu dans ce que peut faire les sportifs. Ce que peut faire... Ce que peut faire les sportifs, c'est soutenir l'État pour que l'État... Le sportif peut soutenir l'État. Je prenais à dessein l'exemple de Mohamed Ali. Voilà, le sportif peut supporter l'État. Il peut aussi supporter les populations directement. Encourager les populations à ne pas être complices de ces gens. Parce que ce qui est sûr, les populations sont dans une égalité de peur et ils se rendent dans une certaine mesure complices de ces maquisards. Encourager les populations à aller faire des conférences sur place. C'est un peu ça, cet engagement où on marche, où on se déplace. Alors, est-ce que peut-être aujourd'hui, Thierry, certes, il y a ces réactions-là, il faudrait peut-être comment on appelle ça, les figures, les visages même du sport pour davantage, comme disait Timothée Makongo, porter le message? Oui, on peut le dire comme ça, vous savez. Hein, c'est-à-dire aller au-delà du simple tweet ou d'un simple message sur Facebook. Maintenant, on va dire que ça dépend également du fonctionnement de tout un chacun. Parce qu'en même temps, chacun peut s'indigner derrière son clavier de téléphone ou bien d'ordinateur et s'arrêter là, peut-être pour être dans l'air du temps. Il y en a qui sont peut-être parfois plus engagés que ça. Moi j'ai lu la semaine dernière une magnifique c'est pas une chronique, c'est un récit face à la pandémie du coronavirus. J'ai lu Michael Rashford, le jeune attaquant de Manchester United, qui avait demandé du soutien au gouvernement anglais parce qu'il avait mobilisé des fonds. En fait, il a fait une sorte de restaurant itinérant pour donner à manger aux enfants pauvres pendant cette période. Et il n'a pas été soutenu, donc il a lancé une campagne, il a fait du teasing sur tous ses réseaux sociaux à lui. Et il a pu mobiliser
2000 restaurants. Voilà, donc on a donné à manger. Oui, il a presque donné 20, on parlait de 20 millions de repas. 20 millions de repas, quelque chose comme ça. Vous voyez qu'à travers les réseaux sociaux, il a pu, ce qu'on n'a pas pu lui donner, les réseaux sociaux l'ont aidé à toucher un peu la plupart des opérateurs pour l'aider à... On est dans l'action. Voilà, dans l'action. Vous avez également un joueur comme Lilian Thuram, vous savez qu'il a toujours œuvré pour la lutte contre le racisme. Ça ne lui a pas valu que des amitiés. Récemment, lui également, Paul Pogba aurait également estimé que, je ne sais pas si ça avéré par rapport à cette façon. Vous savez également qu'en France, la fameuse loi des quotas a valu presque le poste de Laurent Blanc. Hein, donc, pour vous dire qu'il y en a qui peuvent juste attarder sur ces cas. Même Nicolas Anelka, c'est quelqu'un qui a toujours été au front dans ces causes-là. Donc, ici chez nous, les figures, certainement, on a vu Didier Drogba en Côte d'Ivoire pour plusieurs campagnes. D'ailleurs, il est ambassadeur, tout comme Samuel Eto'o. On parle d'eux. On peut prendre des figures comme Françoise Bango, qui sont également là, qui a d'ailleurs ouvert tout un institut des sports, qui est double médaillé olympique. Vous avez des icônes, des médaillés olympiques qui ont vraiment ici le drapeau du Cameroun. On peut se servir, même si ces personnes elles-mêmes ne peuvent pas se transcender. Les politiques, à travers notamment le ministère des Sports, puisqu'on est dans le domaine du sport, peuvent également saisir cette opportunité pour peut-être prendre, ça peut être une solution, les enfants du sud-ouest et du nord-ouest qui ont émergé dans le sport et passer ces messages de sensibilisation dans des écoles. Vous avez des joueurs comme Victor Ndipakem, qui a gagné une canne avec le Cameroun en 1988, qui a des grandes fermes de ce côté-là. Et qui peut être une rame on a plusieurs footballeurs. Vous avez, vous vous souvenez que, voilà, Jay Clinton qui est de là-bas, Dip Tambay qui est de là-bas, vous avez des Sarah Tongue qui est du coin. Vous pouvez vous servir de ces relais sur le terrain qui parlent toutes les langues locales pour essayer de passer. On ne dit pas que lorsque ces personnalités seront passées, tout va s'arrêter, mais au moins, vous savez, le sport, c'est un vecteur d'unification. On le dit trivialement, lorsque l'équipe nationale du Cameroun joue, même maintenant, hein, on a le sentiment que c'est vrai que ce n'est plus comme avant, ça s'est un peu calmé, oui, mais quand cette équipe joue, il y a encore 4-5 ans, on a vu ça à la CAN 2017. Vous avez vu la ferveur populaire qu'il y avait. C'est de là que sont partis ces fameux sons de marmites, découvertes de marmites. Donc, on peut faire passer ces messages dans des écoles pour sensibiliser les enfants, sensibiliser les parents, sensibiliser l'autorité. Parce que ce que nous on fait ici, là, on ne peut pas engager le débat politique pour dire qu'il faut faire ci ou ça. Chacun a sa petite idée là-dessus. Mais nous embrayons sur la voie que les sportifs ont tracée lorsqu'ils se sont indignés. Donc, on peut se servir de tous ces enfants, Albert Roger Mila, qui ne le connaît pas, de ce côté-là. Ils peuvent même s'exprimer dans les langues locales, notamment ce fameux pidgin ou ce qu'on nous appelle le camfranglais. Ce sont des pistes de solutions qu'on propose comme ça, amener tous ces gens de ce côté-là, les sensibiliser, parce que certainement, il y a des personnes qui savent certainement, qui ont peut-être des filiations avec les auteurs de ces crimes et qui peut-être, dans un subconscient, peuvent oui, c'est-à-dire que lorsque ces campagnes vont commencer, il y a le remords dans cette affaire, parce qu'on parle des enfants. Donc, je pense qu'on peut s'appuyer sur cette brèche-là, essayer d'intégrer, parce qu'on ne va pas toujours appeler les acteurs du sport à se transcender, chacun à sa façon d'agir. Il y en a qui peuvent le faire à travers les réseaux sociaux, et il y en a qui peut-être n'ont pas assez de gnac pour le faire. Donc, aujourd'hui, quand même, il faut interroger l'efficacité. Hein, Oui, c'est justement pour cette raison que je dis, les sportifs, à eux seuls ne peuvent pas. Ce sont des vecteurs. Et pour utiliser ces vecteurs à bon escient, il faudrait que l'émetteur principal, qu'est le politique, notamment le ministère des Sports, le comité olympique, toutes les fédérations, elles peuvent le faire. C'est des messages de sensibilisation. Ce n'est pas quelque chose de magique. Comme on l'a aussi vu récemment par rapport au coronavirus. Voilà. Vous avez vu ces différentes campagnes de sensibilisation à travers des spots. Vous pensez sincèrement que si moi, on vient avec un spot des sportifs que je le diffuse dans mes émissions, vous pensez que moi je vais même imposer que ça passe pour rien? Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Il faut sensibiliser. Et les meilleurs canaux dans le sport, ce sont justement ceux
que ces enfants adultes, c'est-à-dire que ces modèles-là, vous voyez un Samuel Eto'o qui arrive à Kumba, Roger Mila qui arrive à Kumba, Sarah Etongue, cette fois vainqueur de la course de l'espoir, qui est là-bas de ce côté-là. Vous avez Victor Ndipakem qui est là, qui est un enfant du coin. Vous avez Ndip Tambe, ils sont nombreux qui sont passés de ce côté. Jay Clinton, ils sont tellement nombreux qui ont fait la pluie, le beau temps de ce côté-là. Vous avez tous ces vainqueurs de course de l'espoir qui sont originaires de là-bas. Vous les appelez, même une semaine, on essaie de sensibiliser. Ce n'est que ce qu'on peut faire, hein, parce que ce qui s'est passé, on ne reviendra plus là-dessus. Ces enfants, ils sont partis, ils ont été sacrifiés. Ce sont on peut les appeler des martyrs, carrément. Ce sont des martyrs, c'est-à-dire qu'ils ont souffert dans leur chair innocemment, abattus de sang-froid par des personnes sans foi ni loi. Donc, le seul vecteur, ce sont ces messages-là, c'est-à-dire la sensibilisation. S'inspirer de ce qui se fait ailleurs. On n'a pas besoin forcément d'avoir 1 milliard de francs CFA pour engager ces campagnes. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on y reviendra toujours, l'enfant c'est quelque chose de sacré. Alors Timothée Makongo, on se souvient, on a par exemple vu en Angleterre au mois de juillet, du côté de la Première Ligue, des joueurs qui avaient publié des messages contre le racisme et la violence policière après ce qui s'était passé aux États-Unis, en soutien au mouvement Black Lives Matter. Et on va aussi se rappeler quand même du roi Pelé, pendant la guerre du Biafra, du côté du Nigeria, où il y avait quand même eu un moment de cesser le feu. Donc, comme disait Thierry, il faut aller au-delà d'un simple message, d'un simple tweet ou d'un simple message sur Facebook, Timothée. Là, je retiens beaucoup l'image de Pelé qui était allé au Nigeria. Rien que sa présence de Pelé a percé certaines paix. Et je me souviens du fait que le Cameroun, c'était... On devrait voir l'une des images du roi Pelé qu'on a en machine. Et il y avait, je me souviens à l'époque, l'Égypte, le Cameroun et l'Égypte avaient un match de finale, c'était en 80 quelque chose, et l'Égypte était au bord de la guerre. Hein. Et l'Égypte, grâce... La CAN 86. Voilà, la CAN 86, l'Égypte a fini par gagner un penalty comme d'ailleurs à terre. Au tir au but. Oui, hein, au tir au but. Et ça avait sauvé le sport. Et sans te couper, Timothée, moi j'ai discuté avec justement quelques acteurs de cette finale, notamment Emmanuel Koundé, André Kanabik et son excellence Roger Mila. Tous sont unanimes. Ils me disent, si on avait gagné, ça a été une bonne chose de perdre cette finale. Parce que le match s'est joué à guichet fermé et le stade était militarisé. Donc, ils ne savaient pas si en remportant ce match, ils seraient sortis vivants du stade. Et avec cette victoire, on a vu comment le pays s'est encore unifié. Parce qu'il faut de manière extraordinaire. Hosni Moubarak, qui était aux affaires, avait maille à partir à ce moment-là. Donc, lui-même étant venu au pouvoir comme il était venu, comme pour Jean Timothée, que le sport, c'est quelque chose qui peut fédérer. Qui peut fédérer, absolument. Hein? Donc, franchement, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que mon frère a dit. Mais il faut, parce que si j'entre dans ce cet angle-là d'une certaine manière, je risque de dire des choses qui risquent on reste un peu sur ce que le sportif peut faire. Vous êtes un ancien sportif, donc vous connaissez. Non, en fait, le sportif se doit de s'engager. Surtout quand il s'agit des problèmes de l'engagement sportif, ça c'est aussi. Surtout quand il s'agit des problèmes de racisme, hein, il faut absolument s'engager de manière, pas violente, mais de manière fortement engagée ou forte, parce qu'en réalité, il faut faire quelque chose. Il faut le dénoncer, appeler les journaux, demander que ça cesse, et tout ça. À la limite même, invectiver certaines fédérations de football. Pourquoi des joueurs de leur fédération? C'est pour ça que la FIFA n'hésite pas à prendre des sanctions, même contre les fédérations en matière de problèmes raciaux. Donc, moi, je pense que le simple discours ne suffit plus. Nous sommes en face d'une race démoniaque, fortement démoniaque. Donc, comme disait Thierry, quand même, le ministère des Sports, le Comité national olympique et sportif du Cameroun sont, disons, interpellés, ainsi que les fédérations sportives. Ils sont interpellés, tout comme beaucoup de... En fait, je ne sais pas si c'est un truc qui regarde uniquement les sportifs, mais c'est toutes les couches sociales. On reste sur le plan sportif, je vous en prie. Oui, ils sont interpellés, tout le monde est interpellé dans tous les cas. Ils sont interpellés et il faut qu'ils fassent leur part dans cette interpellation. Rien n'interdit même que les autorités politiques se servent justement de ces sportifs-là pour faire passer le message. Voilà. On l'a dit en Côte d'Ivoire, les sportifs sont beaux. Les footballeurs ivoiriens sont beaucoup impliqués à l'époque pour que les choses se calment. Et leur présence en Coupe du Monde en Allemagne avait beaucoup également aidé
les uns les autres. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus un problème d'ethnie. Oui, bien sûr. Les gens, le nord et le sud sont toujours divisés. On avait longtemps estimé que le Sud a été au pouvoir et Laurent Gbagbo étant également du Sud, il fallait que le Nord prenne les choses. Donc vous avez vu, donc ils avaient même fait des chansons, ils avaient posé leur voix, prêté leur voix pour un certain nombre de choses. On a bien vu. Avec un Didier Drogba aussi voilà, très engagé. Très engagé. On a vu ce que ça avait donné par la suite. Donc les politiques peuvent se servir de tout, pas que le sport, les artistes, les sportifs, toutes les personnes auxquelles les gens s'identifient dans un domaine précis. Alors, quand même, au-delà de cette proposition aussi, Timothée Makongo, est-ce que l'engagement sportif, déjà l'engagement, est-ce que c'est quelque chose qu'on a du jour au lendemain? Ou alors ça peut faire partie, je ne sais pas, peut-être d'une reconversion, peut-être d'une expérience. Pour revenir par exemple sur le cas de Mohamed Ali, il y a eu sa conversion en l'islam, il y a eu sa découverte du panafricanisme, tout ça aussi qui l'ont amené quand même à avoir notre regard sur les choses. Est-ce que c'est l'engagement? Il faut s'engager, c'est vrai que c'est nécessaire. Les réactions assez timides des sportifs. C'est vrai que c'est nécessaire de s'engager à des réactions fortes, à des réalités fortes. Et pour ça, il nous faut derrière une espèce de code, un support qui peut être un support de rassemblement, un support qui dit un certain langage auquel tout le monde peut s'accrocher. Ce support, ça peut être, dans notre cas, ça peut être Tho, ça peut être, je sais pas, les âmes de Tho, ça peut être Mela, ça peut être quelqu'un d'autre, mais un support qui a un discours réel, un discours protecteur. Est-ce que cet engagement-là ne devrait pas, au premier niveau, venir justement au plus profond du sportif, d'abord? C'est vrai que le cri existe au plus profond du sportif. Mais chez nous, on a tué la révolte. On a tué la révolte par des espèces de vassalisation qui existent à tous les niveaux. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire que le cri de révolte existe chez beaucoup de personnes. Mais quand ils se sentent tout seuls pour élever ces cris, tout seuls pour... En fait, Timothée veut dire qu'on a politisé la révolte. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous exprimer, on va vous taxer, ranger dans un rayon bien précis, alors que vous ne faites que dire ce que vous ressentez. Donc c'est important quand même d'avoir les icônes. Bien sûr. Vous parlez de Samuel Eto'o, vous parlez de Roger Mila, bien sûr, Makeda. Vous savez qu'en 1990, Roger Mila a prêté sa voix de la fameuse chanson Sandy pour la cause des enfants. Du retour de la Coupe du Monde en Italie, il avait chanté pour la cause des enfants. Samuel Eto'o à l'UNICEF, on sait. On peut multiplier. Fabrice Ondo également qui s'est exprimé sur le sujet. Je l'ai lu également. Lui, il est également ambassadeur de bonne volonté pour les Nations Unies. Et l'UNICEF, Fabrice Ondo, il va régulièrement à l'Est pour s'occuper des enfants. Ils sont tellement nombreux qu'ils peuvent le faire. Ce n'est que ce qu'on peut faire, Makeda. Au-delà de ce que les fédérations elles-mêmes peuvent faire, je dis, parce que moi... Les sports doivent s'impliquer. Bien sûr. Le comité olympique aussi. Bien sûr. Je vois Timothée, il a envie d'aller au-delà, mais comme on a circonscrit au sport, on voit bien que les sportifs, c'est des vecteurs. Ce sont des gens qui nous ont fait rêver. Tout à fait. Moi, je me souviens que pour la finale des Jeux Olympiques de 2000, on nous avait permis de regarder le match. Parce qu'au collège, on composait tous les samedis à partir de 8 ans en seconde. On nous a libérés. Parce qu'il fallait qu'on regarde le match à 2 h, on n'a pas composé à 8 h du matin comme chaque samedi. Donc vous voyez, on peut l'impact du sport dans la vie de tout un chacun. Donc on peut les utiliser, on les a déjà utilisés. Récemment, il y a eu une campagne de lutte contre le Noma, une maladie qui touche les enfants dans les milieux défavorisés. Roger Mila était c'est d'ailleurs le président de cette fondation. Joseph-Antoine Bellier, François Mambi qui est. On peut se servir de tous ces mondes-là. On a vu Chouta Diarra pour l'éducation. Pour l'éducation. Moi, je vois généralement, dernièrement, j'ai vu Gabriel Abou-Diongene aller faire des dons pour les jeunes footballeuses, les jeunes élèves. Ce sont des modèles, quoi qu'on en dise, qui peuvent nous aider. Elles n'ont pas besoin d'être là. C'est-à-dire qu'avec la magie du téléphone, on te donne juste le message à faire, tu fais un message, tu envoies, on fait une compilation et hop, on balance ça pour susciter justement cette prise de conscience. Parce que j'imagine que ces gens qui ont commis ces actes, quel que soit l'état dans lequel ils étaient, ces gens ont également des enfants, ils ont des familles. Donc, dans cette affaire, on ne va plus rentrer pour savoir qui a fait quoi. C'est le message pour que plus jamais ça passe. On parle des enfants.
des enfants, le père de l'homme. Donc je pense que le ministère des Sports, au-delà de tout ce qu'il a fait en ce moment, notamment pour les compétitions à venir, pour la reprise des championnats, toutes les fédérations, chacune à son niveau peut également le faire. Les politiques peuvent maintenant contrôler et que les politiques vraiment pour une fois, qu'on ne pense pas d'abord voilà, et surtout au nombrilisme, vraiment la politisation de tout, la politisation dans le deuil, surtout des enfants. C'est pas... Chez moi, quand un enfant décède à cet âge, on l'enterre immédiatement. C'est généralement comme ça. Donc, mais comme c'est quelque chose de très porteur, vous voyez que 4 jours après, on en est là. On en est là. Ce n'est pas un hasard si on est tous en noir ici. C'est justement parce que c'est quelque chose qui a meurtri tout un pays. On a, je vous dis, on en parle comme ça, mais c'est assez effarant. Donc, ces icônes-là, elles sont répandues à travers le pays et au-delà du Cameroun. On peut s'en servir. Vous avez des Joël Embiid qui, chaque mois de juillet d'août, ils organisent des camps de détection des jeunes, des élèves. Lui-même, il a été détecté comme ça. Pascal Siakam, ce sont des modèles. Ce sont des modèles que ces enfants adultes. Ça oublié Mbamouté, Luc Richard Mbamouté, qui a même été à la base de ces camps de vacances. Tout à fait. Et c'est lui qui a finalement fait émerger tout ce monde-là. Donc on peut se servir de tous ces acteurs du sport pour essayer de sensibiliser les Camerounais sur la nécessité de préserver la vie des enfants et surtout la vie de l'école. L'école de Charlemagne, c'est l'éducation. Une jeunesse sans éducation, c'est une jeunesse en manque de repères. Peut-être pour sortir de ce sujet, Timothée Makongo, on sait par exemple que les compétitions se déroulent aussi dans cette partie du Cameroun. Il y a le CHAN qui arrive. Est-ce qu'il faudrait peut-être craindre? En fait, je pense que le problème n'est pas de craindre, le problème est de prévenir. Nous sommes quand même un État constitué avec des forces qui sont réelles. Notre État a des forces réelles et nous avons des forces spéciales réelles qui sont à la hauteur de toutes choses. Ils peuvent prévenir suffisamment à l'avance et il n'y aura pas de mouvement. Moi, ça me fait peur que, à cause du CHAN, les gens commencent à avoir peur en disant que non, il ne faut pas aller. Si nos forces de l'ordre, avec les forces spécialisées, se mettent en mouvement, vous allez voir, tout marchera bien. Moi, je conseille plutôt aux gens de ne pas avoir peur. Bien sûr, prévenir vaut mieux que guérir. C'est une guerre asymétrique, puisqu'il faut qu'on dise un mot là-dessus. C'est une guerre asymétrique. Vous voyez, on touche les zones les plus les coins les plus sensibles. S'il est que l'enfant est un coin. Donc on touche les visages les plus sensibles dans cette affaire, les enfants. Donc c'est une guerre. Ne vous attendez pas à ce qu'en plein champ que ces gens viennent agir, puisqu'ils savent que tout sera quadrillé. Moi j'ai été à la FENASCO à Boya il y a 2 ans, 3 ans, il y avait des drones partout. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Il y a une zone de relâchement, l'école a repris après presque 7 mois d'arrêt. C'est facile d'entrer dans une petite zone comme celle-là et d'opérer comme ils ont opéré. Donc, il faut juste prévenir et renforcer la sécurité. On ne doit pas attendre le CHAN pour essayer de ces compétitions se joueront. Comme Timothée l'a dit, elle sera d'ailleurs à Boya, je crois, demain ou vendredi. Comme Timothée l'a dit, la crainte, c'est beaucoup plus dans le caractère ponctuel de ces raids-là, si on les appelle ainsi. Vous imaginez bien qu'avec le CHAN, la CAF étant là, tous les partenaires, la CAF étant là, le gouvernement étant impliqué, c'est difficile que ces gens réussissent à opérer. C'est quasi... On a vu lors des élections passer comment on a cadré, le Premier ministre allait voter, tout ça, on voit bien. Donc, c'est une guerre asymétrique. Ce qui fait plus mal, encore que la guerre même n'est jamais bien, c'est quelque chose d'assez péjoratif. Donc, il cherche là où ça va faire, il frappe là où ça fait mal. Donc il faut prendre les garde-fous dès cet instant. On n'a pas besoin d'attendre le CHAN pour le faire. D'ailleurs, jusqu'à présent, on n'a pas retiré ces villes-là. Si on les retire, mais vous verrez que ça va plutôt radicaliser davantage. Et les gens diront, vous voyez, on vous a dit vraiment, nous sommes des laissés pour compte. Il faut que ces compétitions se jouent dans ces stades-là. D'ailleurs, en remettant les stades pour le championnat professionnel, vous avez bien vu qu'il y a les stades de ces régions-là, notamment Boya et Limbe. Il faut que les matchs se jouent. Il faut que les matchs se jouent. Ce sont ces types de rencontres qui vont... Moi j'ai des témoignages pour sortir de quelques officiels de match qui vont à Bamenda. Lorsque ces gens, ils vous accostent, lorsque vous leur dites que vous allez au stade, bien vous êtes arbitre,
ils vous laissent passer. Ils vous laissent passer, surtout ceux qui vont à Bamenda. Ils vous laissent passer. Ils n'ont pas de problème avec le foot. Donc, c'est plutôt le caractère ponctuel de ce qui se passe. C'est-à-dire, ils attendent parfois le bon moment pour faire un certain nombre de choses. Donc, il faut juste sensibiliser et prévenir parce que le message, c'est bien, mais il faut également que la force publique continue d'exercer son autorité. Et Dieu seul sait que le Cameroun, dans ce domaine-là, n'est pas un manchot. Afin justement de permettre que les compétitions, que ce soit le championnat, puissent se jouer normalement, ou encore le CHAN au mois de janvier prochain. Puisqu'on va rentrer dans la seconde partie de ce sujet, puisqu'on évoque à l'instant, évidemment, avec toutes nos pensées aux familles du côté de Kumba. Donc on va aborder cette fois le sujet en rapport avec l'actualité au niveau de la Ligue de football professionnelle du Cameroun. Une assemblée générale extraordinaire était prévue hier du côté de Yaoundé. Les travaux se sont déroulés et nous vous proposons de revenir sur ce qui s'est passé dans ce reportage que signe Olivier Bouzike à Yaoundé. Malgré le boycott annoncé par plusieurs présidents de clubs et la FECAFOOT, le général Pierre Semengue a présidé l'Assemblée générale convoquée ce 27 octobre. Pour lui, c'est une victoire contre le camp d'en face. La fronde des membres fronde ont dit de ne pas participer, ont résolu de ne pas participer à cette assemblée et de montrer leur force. Donc, il fallait que et savoir qui a dans la majorité. Il se trouve que, heureusement, le quorum est atteint. Ça veut dire quand même qu'ils ont été battus de ce point de vue. Suite à la cacophonie qui secoue les instances dirigeantes du football camerounais, les clubs réfractaires ont réclamé la dissolution de la Ligue. Pour la FECAFOOT, les statuts sur lesquels le général Pierre Semengue s'appuie pour convoquer l'Assemblée générale ne sont pas en vigueur. Un argument que le président de la LFPC balaie d'un revers de la main. Beaucoup de membres de notre conseil d'administration ont démissionné. C'est donc 6 qui ont démissionné sur 11. Le conseil d'administration de la Ligue était donc paralysé, ne pouvait rien faire. Et nous sommes arrivés à cette solution. Convoquer l'Assemblée générale de la Ligue et essayer de prendre la succession de la FECAFOOT. Les 23 présidents des clubs présents à cette assemblée générale n'ont pas seulement statué sur les textes de la Ligue. Modifier nos textes pour raccourcir les délais de convocation de l'assemblée générale élective. 2. Comme nous avons été demandés de le faire, prendre la suite de la FECAFOOT, c'est-à-dire adopter le championnat irrégulier de l'an dernier. 3e chose, de pouvoir, comment dirais-je, adopter les règlements du championnat de première division pour que nous puissions commencer le 31 octobre prochain. L'objectif étant de mettre un terme aux querelles LFPC-FECAFOOT à quelques mois du CHAN 2021. Retour en plateau, vous l'avez vu, la Ligue de football professionnel du Cameroun qui a donc tenu son assemblée générale extraordinaire hier. Plusieurs résolutions ont été prises, comme on a pu écouter dans l'interview du président de la Ligue. Et ce qui est intéressant, peut-être Timothée Makongo ou alors d'abord Thierry Ndo qui était à ses travaux, qui a quand même couvert cette assemblée générale, c'est que l'on se dirige résolument vers, on peut dire quoi, le début effectif de la saison sur le terrain, parce que c'est important quand même qu'on puisse repartir sur le terrain. Non, disons que je suis arrivé peut-être, on va dire quoi, 40-45 minutes avant la fin des travaux, parce que j'avais une production avant. Mais on avait quand même le feedback à travers les réseaux sociaux de ce qui se passait. On est arrivé, je suis presque arrivé au même moment, peut-être 20 minutes avant le président de Ngaoundéré Football Club, Christian Koumvondo,
qui est entré dans la salle au même moment que les journalistes pour la lecture du communiqué final. Non, je pense que le vin est tiré. Moi, je l'ai dit sur ma page Facebook, le vin est tiré, vous connaissez la suite. Lorsque le vin est tiré, il faut le boire. On jouera ce championnat tel que les choses sont parties. D'ailleurs, vous avez vu la liste des clubs présents, 20. On peut me dire qu'il y avait plus que ça. Parce que si vous ajoutez le président de Gauner FC, qui m'a certifié qu'il avait reçu son invitation, mais qui a choisi d'arriver à la fin, juste faire un tour. Et donc, 20 sur 35, on n'en demandait que 18. Si vous enlevez également Unisport et Matelot, qui sont dans une sorte de rétro-pédalage, vous voyez qu'on est toujours dans la majorité demandée. Je pense que Lydie Makeda, on en a tellement parlé ici, on a tellement fait débat là-dessus, on ne va plus refaire le procès. Parce que moi, je l'avais dit, moi, je m'en prenais un peu trop à la Fédé et je le ferai toujours parce que j'ai estimé qu'à 8 mois de la fin de mandat d'un groupe de ce conseil d'administration, je ne voyais pas l'opportunité de le faire. Encore qu'on avait posé la question au président de la LFC lors de l'audience du 6 août au TAS, est-ce que vous aviez reçu un blâme avant cette suspension? Ne serait-ce comme il a dit non, devant les responsables de la FECAFOOT, qui par ailleurs étaient allés à Lausanne avec un faux PV d'AG, dans laquelle dans cet AG, ils avaient soi-disant confirmé la suspension de la LFPC, ce qui n'était pas vrai. Donc vous voyez qu'on est revenu à la case et pas parce que des gens ont décidé de faire un certain nombre de choses. Vous voyez que le sous-préfet de Bankomo qui avait été obligé de rapporter sa décision, même si on a également appris que les mêmes gens qui étaient allés demander l'autorisation ont encore essayé d'autres velléités entre-temps pour tenir la fameuse AG de dissolution. Non, on jouera. Vous savez, c'est l'Assemblée générale de la LFPC elle-même qui a décidé. Et on ne le dit pas assez. Ils ont accepté, ces membres présents, d'entériner la saison illégale, parce qu'il faut insister sur illégal, du championnat du CTT. Dit régulier. Oui, c'était l'un des points cruciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Stade Renard de Melon et UMS de Loum, qui pouvaient prétendre à ces places, puisqu'il faut dire que les derniers championnats valides, c'est ceux de la saison 2010-2019. Oui. Ils ont accepté. J'ai vu la présidente de UMS dans la salle. Ils ont accepté de valider ce championnat organisé par ce que le ministère des Sports avait justement demandé. Parce que on l'avait dit ici, si on applique ces décisions de manière stricte, c'est les deux divisions. Donc, on peut comprendre que la Ligue a un peu... Elle a mis de l'eau dans son vin. Et c'est ce qui a salué. C'est-à-dire, il faut avancer. Nous sommes à 2 mois et demi du champ. Les émissaires de la CAF et de Roland Berger sont au pays depuis 2 jours. Il faut absolument qu'on joue. On ne va pas continuer dans ces éternelles crises. Les statuts, vous voyez le débat qui est à cours maintenant, sont les statuts de la Ligue de 2014 et de 2019. Or, Makeda, vous ne pouvez pas opposer à la LFC les statuts que vous avez adoptés par le simple principe du parallélisme des formes. Parce que si vous entrez dans cette brèche, il faudrait dans ce cas que la FECAFOOT, qui s'entête à vouloir nommer un LG, remplace tous les LG des ligues régionales et départementales qui sont en pause depuis septembre-octobre 2018, ce qui n'est pas le cas. Puisque les mêmes LG des élections d'il y a 2 ans sont en pause. Pourtant, les nouveaux statuts de la FECAFOOT disent que c'est la FECAFOOT qui nomme sur proposition. Personne n'a proposé. Vous voyez, donc je pense que dans cette affaire, et on a bien maintenant compris qui sont, parce que moi je l'ai dit et je continue de le dire, on a fait une émission ici avec le responsable là, comme je l'ai dit, ayant mes sources, véritablement la FECAFOOT tire toujours les ficelles parce que vous avez vu vos collègues ont zoomé sur les absents. Ce sont ces mêmes absents qui... Et c'est ça le drame, je parle sous le contrôle d'un ancien footballeur de haut niveau. On est dans un pays où le championnat professionnel n'existe que de nom, parce qu'il faut se dire les vérités. Ouais, on n'est pas encore là où il faut à cause des problèmes de la Ligue, de la FECAFOOT et des clubs eux-mêmes. Parce que quand vous avez des clubs qui depuis 3 mois disent qu'ils ne veulent pas jouer parce qu'il faut qu'ils gèrent leur ligue, mais vous voulez gérer votre ligue, à quel moment vous gérez votre club? À quel moment? Moi j'ai eu à discuter avec des joueurs dernièrement. Est-ce que vous savez que dans la plupart de ces clubs-là, il y a des joueurs qui refusent de s'entraîner parce que les arrières ne sont pas payés de la saison dernière? Quand vous voyez appelons-les comme ça, les clubs frondeurs, les radicaux, aucun de ces présidents de club n'est véritablement le propriétaire de ce club-là. Ouais. Vous prenez Union de Douala, Franck Capi n'est pas c'est pas lui. Il n'est que là parce qu'on l'a désigné. Vous prenez Renaissance de Ngoumou, c'est M. Nguinifa qui est en prison, qui est le club. Alex Oné, président délégué. Vous prenez Yafoot, c'est la mairie de Yaoundé 2, notamment l'héritage de M. Assamba. Et Mme Mangele, elle est même présidente de l'association.
elle n'est même pas présidente de la structure pro. Vous pouvez prendre PWD de Bamenda, ça s'entend, Public Works Department. Ça veut dire que c'est une équipe qui est dévolue au pouvoir du ministère des Travaux publics. Ils ont quelque chose en... Vous pouvez acheter Dragon, il y a une équipe mythique. Monsieur Commun Max a juste été mis là. Donc, vous voyez, on a des présidents de clubs d'un côté qui disent qu'ils veulent dissoudre. Vous voulez dissoudre quelque chose qui vous appartient, entre guillemets, et vous avez d'un côté des clubs qui disent qu'il faut jouer. Donc, je pense que c'est la majorité qui s'est exprimée hier. Vraiment, si on reste dans ces guéguerres-là, on ne s'en sortira pas. Et on verra finalement qui veut que le CHAN se joue ou pas. Vous avez vu que... je vous ai regardé la semaine dernière faire un débat sur le départ d'Aruga. Mais tout le monde s'est focalisé sur des matchs amicaux, mais on n'a pas parlé du fait que ça fait 7 mois, on ne joue pas au foot. Vous voulez qu'une équipe soit compétitive, comment? Si ces joueurs sont obligés de jouer des matchs, on va le dire comme ça, des matchs de quartier, des matchs contre des clubs eux-mêmes qui ne sont pas en jambes. Donc, si on continue comme ça... C'est difficile d'évaluer le véritable niveau. On ne peut pas. Joueurs dans un contexte. Il va vous dire, on ne peut pas. Les entraîneurs vous disent que quand vous arrêtez 6 semaines, vous devez recommencer à zéro. Quand vous faites 6 semaines sans jouer, vous recommencez à zéro. Quand vous faites 12 jours, je vous l'ai dit, 12 jours. Parce que même ces footballeurs, lorsqu'ils sont en vacances, ils ont des programmes spécifiques. Quand vous faites 12 jours sans rien faire, vous recommencez à zéro. Donc, on a bien vu ceux qui veulent jouer. Vous avez vu que même ceux qui étaient à la réunion de Bankomo étaient là. Moi, j'ai vu le président de Faux-Vasu, j'ai vu le président de Panthère. Je pense qu'il faut véritablement avancer. Ce n'est pas en étant divisé que les clubs vont régler le problème. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez gérer la Ligue alors que vous-même, au sein de vos clubs respectifs, vous avez maille à partir. Donc, ce championnat se jouera. D'ailleurs, si vous avez eu l'élément, à la fin, le président de la LFPC dit que les fonds de l'État, des clubs, des clubs et de la Ligue sont déjà disponibles. C'est une question de... Donc, vous voyez que tout est fait pour qu'on joue très rapidement au football. Alors, Timothée Makongo, c'est important quand même qu'on puisse reprendre ce championnat le 31 octobre. C'est absolument très important. Et il faut avec le CHAN qui arrive. Oui, il faut absolument le reprendre. Ça, c'est pour l'intérêt commun, c'est pour l'intérêt national, c'est pour un intérêt nationaliste. Même l'autre jour, on parlait de nationalisme et de patriotisme. Et il faut absolument que ce championnat revienne. Là, maintenant, il faut taire les intérêts personnels. Parce qu'en réalité, dans ces intérêts personnels, nous n'apportons rien de constructif. Rien que des égos personnels, la joie d'avoir gagné. Mais en réalité, pour que nous marchions en nouveauté, en nouveauté sociale, en nouveauté de structure, il faut absolument qu'on taise les égos. Et vous êtes d'accord quand même quand Thierry estime que, bon voilà, en l'absence du championnat, c'est difficile avec le CHAN qui arrive. Oui, il a raison, il a parfaitement raison. Le vrai niveau de notre oui, il a parfaitement raison. Il faut absolument. Il y a un changement sur le banc de touche aussi. Donc, il y a un changement sur le banc de touche, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave comment? On peut rattraper toutes choses. Tout est rattrapable au dernier moment. C'est pas grave. Entre maintenant le mois de février et la suite, le mois de janvier, il y a des choses qui sont rattrapables. Mais il faut commencer par quelque part. 3 mois. Oui, il faut commencer quelque part. Moi, je crois qu'il y a des choses rattrapables. Absolument. Surtout, c'est d'aller déjà dans la même direction dès la base, et puis suivre cette direction. Parce que nous cherchons un objectif, réussir notre cadre. Si l'objectif est le même pour tout le monde... Est-ce que vous avez compris quand même le changement du staff technique de ces Lions à prime? En réalité, le changement du staff technique, ça relève un peu de ces micmacs entre le ministère des Sports, qui malheureusement est toujours dans des micmacs qui sont très très fâcheux. Mais c'est des problèmes qu'on pourrait régler plus tard. Mais il y a moyen, tôt ou tard, d'une manière d'une à refaire les tests. Mais il faut dire qu'il y a un micmac terrible au niveau du ministère des Sports. Parce que eux, quand ils regardent les réalités des solutions adoptées par le ministère des Sports, ils regardent leurs primes, ce qu'ils gagnent à chaque compétition. C'est ça leur problème, c'est ce qu'ils gagnent, qu'est-ce qu'ils gagnent. Ce n'est pas ce qui rapporte au Cameroun. Donc, est-ce que ce n'est pas peut-être Thierry, parce que l'entraîneur qui était là, bon, voilà, ne rassure pas beaucoup? Non, Makeda. Si on refait ce débat-là, on ne va pas s'en sortir. C'est une victime collatérale de ce qui se passe. Voilà. Parce que tout le monde s'est focalisé sur la guerre avec les superviseurs. Pour moi, c'était une erreur de mettre, même si j'ai également dit au départ que cet entraîneur, voyant son CV, il aurait été mieux ailleurs. D'ailleurs, il n'était pas venu pour être dans cette sélection. Il venait pour être l'adjoint en haut. Donc, il s'est retrouvé là, on ne sait pas trop comment. C'est une victime collatérale de cette guerre-là, comme Timothée l'a dit, la guerre des intérêts. Moi, j'ai apprécié, par exemple, le discours apaisé
de quelqu'un qui est considéré comme un dur également. Joseph Pierre Batama, hier au sorti des travaux, dit, et jusqu'à date, le président de la FECAFOOT, c'est le moment de jouer. Jusqu'au moment où je vous parle, le président de la LFPC, c'est Général Pierre Semeng, il faut qu'on l'accepte. Ici, il n'y a pas le camp des vainqueurs, il n'y a pas de justice des vainqueurs, justice des perdants. C'est l'intérêt du foot. Venant de lui, vous voyez que c'est quelque chose. Et j'ai encore suivi le président du groupe de travail, de la commission ad hoc de l'organisation des championnats, Abdourahmane Amadou, dit qu'il a discuté avec les présidents considérés comme radicaux, notamment il a cité Franck Capi et Alex Oona. Ils sont tombés d'accord sur un certain nombre de points et que le démarrage du championnat, ce n'est qu'un détail. Vous voyez qu'il y a... Et c'est en ça que je dis la Fédération camerounaise de football doit faire très attention. Vous savez, la dernière, ils sont en train de geler la procédure d'octroi des licences au club pour justement tenir toujours cette corde-là. C'est-à-dire qu'ils ont laissé la chèvre, mais ils retiennent la corde. C'était pas ça ma question, hein. C'était pas ça. Non, c'est une prolongation. Makeda, tout c'est lié. Vous pensez qu'Aroga pouvait faire quoi quand vous avez des joueurs qui ne jouent pas? Il a renvoyé 8 joueurs après un match nul contre le Soudan du Sud. Ces joueurs n'ont jamais été rappelés pour le stage qui a commencé dimanche dernier. Tout c'est lié. On est obligé d'aller de long en large parce que personne ne voit les mêmes clubs qui revendiquent là. Leurs joueurs sont en stage. Vous pensez qu'ils auront quelle compétitivité alors que les autres ont repris? Nous sommes à 2 mois du CHAN. Donc, il faut que les uns et les autres mettent du vin. Quand même le nouveau staff technique qui arrive. Oui, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise là-dessus? Si on refait ce débat-là, on va certainement dire que ces gens... Vous très bien. Oui. Tout à fait. Donc, Moi, je ne vais pas rentrer sur... Martin Toumoupi a fait ses classes, même si j'estime que... pour moi, ce n'était pas la bonne solution dès maintenant de le faire, mais le vin est tiré. Parce qu'un entraîneur qui est là depuis 1 an... Non, la bonne solution aurait été de recadrer tout le monde. Vous ne pouvez pas nommer des superviseurs pour venir faire... Ils supervisent qui ou quoi dans cette affaire? Ils supervisent l'entraîneur, ou ils supervisent les joueurs, ils supervisent les adversaires des équipes, de l'équipe du Cameroun. Donc, vous voyez que ça a été un peu ça. Donc, le maître là, c'est quelqu'un qui est expérimenté, mais c'est surtout, ça a laissé libre cours un certain nombre de choses. Donc, quand je reviens sur le débat que vous avez lancé tout à l'heure, tout c'est lié. Vous voulez que l'entraîneur, même tout le monde pourra avoir les mêmes problèmes si les blocages continuent. Pourquoi? Parce que vous avez des gens, comme il a dit, et c'est ça le problème. On a le sentiment que c'est un problème d'homme. Parce que finalement, c'est ça. C'est un problème d'homme. Sa tête ne plaît pas. Pourquoi? Il lui restait 8 mois avant la fin de son mandat. On aurait pu, d'ailleurs, le coronavirus s'en est mêlé pour ces championnats-là. Vous voyez bien que depuis mars, on ne joue pas. Et j'insiste. Il y a aussi quand même le départ des joueurs. Hein, oui, mais attendez, vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Parce que quand même l'objectif reste, on l'a entendu, que le Cameroun remporte le CHAN à domicile. Mais Makeda, vous pensez que ces joueurs vivent de quoi? Vous et moi, vous savez comment on a souffert pendant cette période pour avoir des informations, parce que tout était à l'arrêt. Peut-être qu'on a des salaires. C'est pas fini, hein? Oui, peut-être qu'on a des salaires, on a des extras dans nos métiers, dans notre profession. Mais vous pensez que ces enfants vivent de quoi? Un exemple illustratif, Nkama, qui a fait 4 des 7 stages, Grégoire Nkama, qui était à ce stage jusqu'au 4e regroupement. Il est à AS Future King. Ils sont venus jouer ici avec Alexandre Belling à la recruter. Il s'en sort très bien là-bas. Vous pensez que c'est... Est-ce que vous savez, puisque vous voulez qu'on en parle, le footballeur de maintenant, vous ne pouvez pas avoir de football professionnel quand vous avez des joueurs qui crèvent de faim. Moi, j'ai causé avec des footballeurs du Dragon de Yaoundé, dont le président est parmi ceux qui estiment qu'il faut dissoudre. Mais ils vous disent qu'ils ont 4-5 mois d'arrêt, même les primes d'entraînement, ils n'ont pas. Ils s'entraînent aujourd'hui au stade des sapeurs, demain ils sont au stade de la paroisse de Nkouaban. Est-ce que c'est ça le professionnalisme? Vous ne pouvez pas avoir des joueurs qui ont fait, vous attendez des résultats. Ils sont obligés de partir. Ils sont obligés de partir. Au Mossola, on va en parler, qu'on a rappelé. Il y a encore 2 mois, il était ici au pays, non? Vous pensez que vous lui demandez de rester à Coton, il a peut-être 300 000 ou 400 000. Et AS Vita, il peut avoir 1,5 million. Mais le choix est vite fait. C'est normal. C'est largement normal. 7 mois à ne rien faire. Vous pensez que ces enfants vont vivre comment? Et lorsqu'ils voient comment leur président de club, leur père, si on peut les appeler ainsi, se comporte. Mais je le disais tout à l'heure, et je suis d'accord avec son discours. Chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Le ministère des Sports, qui avait déjà recadré tout le monde il y a 1 an, vous dit allons verser ça. Le Premier ministre vous appelle, mais les gens trouvent. Je vous l'ai dit,
la FECAFOOT est en train de bloquer le processus d'octroi des licences. C'est vrai que la date, le 23, c'était le deadline, mais il y a souvent des procédures exceptionnelles, d'autant plus que quand vous lisez le courrier du SG de la FECAFOOT, il est en contradiction avec les principes généraux de la Fédération camerounaise de foot. Donc, ils ont remis la chèvre, mais ils retiennent la corde, sachant que les licences s'établissent à la FECAFOOT. Ils sont en train de geler le processus. On ne peut pas avancer comme ça. Oui. Et vous pensez qu'on va gagner le CHAN comment? Alors, le départ des joueurs, il y a le départ des joueurs importants, quand même, parce que c'est ça aussi qui est relevé. L'absence du championnat en ce moment. Oui. Timothée Makongo, ça veut dire quoi? On va se présenter en janvier prochain avec une équipe... Non, disons que il y a déjà des rassemblements. Il faut le dire, il y a déjà des rassemblements. Et puis, mais c'est pas comme si c'était la compétition. Oui, la compétition d'abord. Mais je vais dire qu'il y aura aussi, si nous commençons le championnat maintenant, supposons qu'on le commence déjà dès samedi, c'est déjà un avantage. Il y aura déjà un aperçu de ce que de la direction que nous pouvons prendre, hein, la méthodologie à adopter. Hein. En fait, tout est là. Parce que dès que le championnat commence, c'est un événement qui se lance et cet événement peut prendre une orientation qui soit favorable à tout le championnat. Vous savez, il vaut mieux que ça commence. Hein. C'est ce commencement qui est un déclic. Hein. Et moi, je pense que c'est un déclic indispensable. Encore que pour embrayer, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous soulevez. Vous avez vu, il y a 2 championnats qui sont déroulés simultanément à Yaoundé et à Douala. Vous avez vu la Fairweb, le tournoi de la solidarité en Banco de François, comme le tournoi Fair Play pendant Info. Le public en redemande. Douala, ça fait 4 ans que la ville de Douala ne vit plus le rythme de match à cause des infrastructures sportives. Mais pour une fois qu'on les a, vous pensez véritablement que l'Union de Douala, dont le président est dans la fronde, vous pensez que si l'Union joue ses matchs dans l'un des stades annexes de Bepanda, vous pensez que 2000 personnes peuvent pas aller à Bepanda? C'est ce qu'on demande. Et c'est ce que le ministère des Sports avait préconisé. Pour qu'au moins on ait déjà, à défaut d'avoir fait la moitié de la phase aller en décembre, qu'on ait déjà joué au moins 10 matchs. Les représentants africains sur la scène continentale seront bientôt au charbon. Ils vont jouer comment? Et vous pensez, le Cameroun, l'handicap du Cameroun ne nous permet plus d'avoir 4 représentants comme les autres. On se contente de 2 et les 2 passent par la case du tour préliminaire. Ce n'est pas la faute à l'organisation, c'est la faute à tout le système. Parce que ça veut dire que même l'élimination des équipes camerounaises lors des tours préliminaires, c'est pas... C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Vous vous souvenez qu'il y a encore quelques années, Unisport du Hongkam, qui était champion du Cameroun, vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2012, avait été éliminé par un club de DD du Mali. Moi, je ne vais jamais oublier ce nom. Union Sportive Bougouni, en aller-retour, ils nous ont battu 1-0 ici à Yaoundé. Une équipe de 2e division au Mali. Parce qu'on travaille. Il faut absolument que les gens taisent leurs égos. Vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai un ton un peu plus modéré parce que j'estime que... Parce qu'on nous fait le reproche d'être des gens qui critiquent. Nous, on est au contact des footballeurs. Je vous ai dit, ces enfants nous approchent. Il y en a même qu'on dépanne. Ces enfants nous approchent et se les dit. Est-ce que vous savez, Makeda, que les fonds Covid qui sont là depuis des mois, seules les équipes professionnelles ont perçu l'argent? Je ne suis pas sûr que tous ces enfants ont reçu un copec. Je ne suis pas sûr. Je vous assure, je vais être de bonne foi. Je ne suis pas sûr. Les footballeuses à qui on avait promis 5,5 millions pour les clubs de D1, elles attendent toujours. On avait parlé du mois d'août, ça fait 2 mois, bientôt 3. Il n'y a que depuis 2 semaines, tous ceux prêts sont passés à la caisse pour les Elite One, c'était 3 millions, Elite 2, 1,5 million. Les amateurs, rien. Le football jeune, rien. Les femmes, rien. Ne vous étonnez pas que les gens se cherchent ailleurs. Donc, il faut absolument que les gens reprennent. Et tel que c'est parti, comme le président de la LFC l'a dit, on jouera à 21 en première division parce qu'il faut régler tous le cas New Star. La FECAFOOT, vous voyez que les errements de la FECAFOOT nous rattrapent. On va jouer un championnat impair. Alors que New Star aurait pu jouer, qu'on n'en serait pas là. New Star de Douala avait une sentence, au même titre que les Astres. On a préféré négocier avec un, sacrifier l'autre. Voilà, aujourd'hui, nous rattrape. Aigle de Tchang et Lyon blessés sont de retour en 2e division. On jouera à 14. Là-bas, c'est un peu plus simple. Donc, on parle de Panthère Coton pour lancer là. Je pense qu'il faut, le public en redemande, même vous-même, avec votre cadre. Vous pensez que vous ne voulez plus repartir au stade? Nous, ça nous manque. Ça nous manque là. Donc, les présidents de club, vraiment, moi, je suis dur envers parce que je les connais tous. Je connais comment ils fonctionnent. Donc, je pense que chacun doit d'abord penser à l'intérêt de ses joueurs. En ce moment, vous savez, le corona a fait quelque chose. Hein. Les périodes de transfert internationaux des joueurs sont plus rapprochées parce que les matchs ont repris tard.
quand ils placent les joueurs à l'étranger, c'est une plus-value pour leurs équipes. Oui. Alors, quand des enfants ne jouent pas, ils seront compétitifs comment en club de l'autre côté pour qu'ils soient vus. Donc, je pense que chacun doit mettre... Bon, c'est vrai, quand vous causez avec certains, ils vous disent qu'ils veulent jouer. Les conséquences sont à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Mais pour faire simple, la grande majorité veut rejouer. Même ceux qui n'étaient pas hier. Moi, j'ai suivi, par exemple, le directeur sportif de Matelo, AS Matelo, qui dit n'avoir... pas Matelo, de Unisport. Ils n'ont mandaté personne. Mais il dit, quel que soit l'organisateur, nous, on veut jouer. C'est ce qu'il dit à la fin. Bien sûr. Je l'ai suivi sur... C'est la priorité. Oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut jouer. Il faut jouer. Parce qu'après, on va taper sur une Tungu. Le pauvre Aroga, qui n'avait même pas encore joué de match officiel. Parce qu'il faut dire, Makeda, qu'avant le coronavirus, le Cameroun venait de jouer, je crois, 6 matchs. Il n'avait perdu aucun. On a même battu la RD Congo lors d'un tournoi au Congo, cette RD Congo qui était qualifiée comme l'épouvantail de ces chans à la maison. Mais vous voyez, avec 7 mois d'arrêt, on a plongé. On a été obligé de faire. Et vous avez vu à l'époque, lorsque Aroga a voulu lancer le stage, le DTN qui est sorti, non, il ne faut pas lancer, il n'y a pas de championnat. S'il ne l'avait pas fait, on serait aujourd'hui. On a limogé un entraîneur. Je ne sais pas pourquoi, insuffisant résultat de quoi? Des matchs amicaux. Donc, si on continue dans cette guerre-là, une guerre d'intérêt, on va se retrouver, je ne vais pas me dire l'expression du Minat, dans le pays de si je savais. Il faut que les gens retournent au stade. Il faut qu'on retourne. On a déjà des infrastructures. Ouais. On a des infrastructures. On a la matière est là. Et les uns et les autres. On a longtemps demandé les infrastructures. C'est ça. C'est même ça qui est important plus que le CHAN. Parce que le CHAN partira, la CAN partira, on sera avec nos stades. Quand vous avez... Alors, moi j'ai la famille ici au stade, derrière le stade Bapélipi. Mais c'est un stade qui a été refait. Si vous avez 2000 personnes tous les samedis ou tous les dimanches, attendez. Même si actuellement il faut encore refaire. On va le refaire. Même s'il faut refaire, c'est pas grave, c'est très peu de choses. La faute n'est pas imputable au MINSEP, ce sont les politiques qui avaient choisi. On ne va pas refaire le débat, mais ça va être refait. Et attendez, si chaque club choisit de Douala, choisit une aire de jeu ici, vous savez ce que ça peut faire en termes de recettes? Une fois par semaine. Non, en termes de recettes. Les stades peuvent devenir... Vous avez plusieurs clubs pour... les stades peuvent devenir des lieux de KMS, voilà. Des lieux de fêtes populaires. Des lieux, on peut les louer pour certaines fêtes populaires. En réalité, ça peut être des lieux de mouvement. Ça peut rapporter beaucoup. En fait, il faut raisonner le stade en termes de rentabilité. Ces stades-là. Je crois qu'avec les fonds qui seront disponibles, et ça pourra booster le moral de tous ces enfants. Parce que Timothée le sait, à leur époque, il n'y avait pas ça. Hein. Il n'y avait pas assez, ils n'étaient pas accompagnés. Mais c'était des virtuoses du ballon et c'était des footballeurs talentueux qui faisaient venir du beau monde au stade. Le talent a certes disparu, mais la flamme est là. Je le dis toujours ici. Le Cameroun n'a pas un problème de talent, c'est juste un problème d'environnement. L'environnement du sportif de haut niveau au Cameroun, pourtant les états généraux du sport ont travaillé le forum. Il faut absolument qu'on reparte sur les stades. On est 18e à l'indice CAF. C'est-à-dire que même l'Afrique du Sud, qui est loin derrière nos classements FIFA, a 4 représentants. La RDC, pareil. Je vais citer Kijeleski. Parce que quoi, on n'a pas travaillé. Regardez le Final Four des coupes africaines interclubs, en dehors des clubs, même la Guinée-Conakry place des équipes en demi-finale. Il faut travailler, on doit travailler. Vraiment, vous allez prendre cette ligue-là. Est-ce que c'est pour autant que Union de Douala va se remettre à gagner contre Nougou Rangers? Est-ce que c'est pour autant que Coton Sport regarde? Donc, il faut que chacun fasse son travail. Chacun doit faire son travail. Que la FECAFOOT gère ses championnats amateurs, que la LFC termine jusqu'au 30 jours comme prévu, que les clubs se structurent, chacun doit faire son travail. Et nous de la presse, on viendra couvrir les matchs, et on fera et accompagner à toutes circonstances. C'est important que le championnat reprenne sur le terrain. Avant de refermer cette émission, on va parler de cette liste des joueurs convoqués dans le cadre de la préparation de la double confrontation contre le Mozambique prévue le 9 et le 17 novembre prochain. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Thierry, on a relevé l'absence d'un joueur comme Nicolas Nkoulou. Oui. On a aussi souligné les retours du capitaine Éric-Maxime Choupo-Moting, Stéphane Baoken et autres. Une analyse globale de cette liste de 32 joueurs. Non, j'ai essayé. Quand vous m'avez envoyé la thématique hier soir,
je suis rentré dans mes fiches et essayé de faire une analyse comparative des deux listes, c'est-à-dire celle du 9 octobre face au Japon, parce qu'il faut dire que ça a été un match compliqué à préparer parce que la maladie a fait en sorte, parce que quand vous voyez cette liste de Conceição, cette liste de 32, parce qu'il faut dire que c'est une liste qui sera réduite à 23. Oui. C'est-à-dire que dans ces 32, il y a 23 qui vont faire le stage. C'est toujours comme ça. Donc, immédiatement plus pour pallier, parce que il y a toujours ceux qui peuvent être incompatibles. Vous savez, sortir du pays ou entrer, c'est pas évident de nos jours. Donc, quand vous voyez la liste des 18 qui étaient sur la... maximum pour réduire... Pour se retrouver avec 23. Ouais. Sur la liste des 18 qui étaient du côté du très chaud Pays-Bas, il y a 14 qui sont revenus. C'est-à-dire, vous enlevez Loco, Ndengue, Franck Evina et je crois Fabrice Olinga. Ils n'ont plus été rappelés. Ce sont les 4 qui ne sont pas sur cette liste. Vous avez... Fabrice Olinga, il n'a pas été rappelé. Oui, c'est vrai. Il n'a pas été rappelé cette fois-ci, parce que son cas, ça pose vraiment problème. Pourtant, c'est un joueur talentueux. C'est parce qu'il s'est trop passé entre-temps. Vous avez donc 14 qui étaient aux Pays-Bas, qui seront du stage. Vous avez 5 qui devaient faire partie, certains qui étaient au stage, d'autres qui n'ont pas pu venir. Onana, vous savez un peu ce qui s'est passé, positif aujourd'hui, négatif, demain il est rentré en club. Vous avez Onana, vous avez Ongene, qui était également du stage. Vous avez Choupo qui avait dit qu'il fallait un peu qu'il se consacre à sa carrière parce qu'il fallait qu'il trouve un point de chute très tôt, très vite. Vous avez également Koundé Malon qui avait également le même problème, c'est-à-dire dans son club il y avait des gens qui étaient malades, donc on n'a pas voulu prendre des risques. Donc vous avez 5, vous voyez que on est en à 19. Si vous ajoutez maintenant à ceux-là, ceux qui sont considérés comme les intermittents, parce qu'il faut dire qu'en ce moment, Conceição a oublié de jongler comme ça. Cette maladie vraiment a tous abordé. Ces matchs, on aurait dû les jouer en masse. Donc vous avez des intermittents qui reviennent. Vous avez les Mbaizo qui avaient déjà été là en 2016. Vous avez les Castelito qui sont vraiment des intermittents. Vous avez des joueurs comme ça qui partent, qui viennent. Même Franck Bagnac, il aurait dû être dans cette équipe depuis. Mais c'est par rapport à ses belles prestations avec le Partizan Belgrade qu'il est de retour en sélection. Ce joueur-là. Vous avez également des joueurs qui reviennent, la Légion de l'Asie, longtemps décrié. Le coach avait dit que c'était pas évident de les appeler parce que la maladie faisait rage de ce côté. Vous avez bien Arnaud Djoum et Christian Bassogok qui sont sur la liste. Et vous avez des joueurs comme Vincent Aboubakar qui est là, qui recommence à marquer. Donc, on va dire, bon, pour le cas, Baoken également, même si on sait qu'en ce moment, ce n'est pas très évident pour lui avec cette histoire de garde à vue depuis hier. Vous avez également, vous n'avez pas d'Nkoulou. C'est un peu ça qui nous intrigue, parce que tout était presque fait pour qu'il revienne. Il y avait d'ailleurs une rencontre en décembre dernier au niveau du ministère des Sports. C'était aussi engagé à faire revenir les frères Matip. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé. J'ai lu un article, je ne sais pas si c'est un article récent ou l'ancien. Il disait, le coach semblait dire que c'est Nkoulou qui ne veut pas. En fait, il ne l'a pas dit comme ça, mais là, il semblait dire que c'est Nicolas Nkoulou qui, toutes les démarches avaient été faites, mais c'est peut-être le joueur qui n'a pas envie de revenir maintenant, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, c'est son absence par rapport aux échéances qui arrivent. Parce que je l'ai dit, moi j'ai essayé de faire. Vous savez, les Camerounais doivent savoir que la CAN, ces matchs, c'est juste pour nous mettre en jambe, parce qu'on va l'organiser à la maison. Mais il y a la Coupe du Monde. On a un deuxième tour où il faut terminer en tête. Et ça commence en mai, c'est sur 6 mois, de mai 2021 à novembre. Et en novembre, on va maintenant jouer des barrages, les 10 premiers, les 10 poules. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Le Japon a battu la Côte d'Ivoire. Ça peut être bénéfique pour nous. Mais attention, les Ivoiriens ont compris. C'est-à-dire qu'au-delà du pari de la jeunesse que la fédération a opté, ils ont rappelé pour ces éliminatoires-là, ils ont battu le rappel de tous leurs tauliers. C'est-à-dire que Gervinho est revenu. Vous avez également Sérédier qui s'était prononcé, il avait dit qu'il ne joue plus la carrière. Il avait même fait toute une émission à RFI, il est revenu. Vous avez Max Alain Gradel qui est là, ajouté aux autres cas de l'équipe, notamment Franck Kessié du Milan AC, Nicolas Pepe ou alors Maxwell Cornet de Lyon. Donc, on s'attendait à Nicolas Nkoulou. Donc, son absence peut intriguer. Je ne sais pas si l'article que j'ai lu de Conceição, il est récent ou c'est un ancien article, parce qu'il a semblé dire que il faut qu'on pose la question aux joueurs pourquoi il ne veut plus revenir. Maintenant, le retour vous avez parlé de Choupo et
et de Stéphane Baoken. Mais quand même, Bassonkou n'est pas sur la liste. Hein. Non, en fait, il faut dire, Makeda, que c'est une erreur de la FECAFOOT. La liste que vous avez, je ne sais pas ce qui se passe avec c'est pas l'informatique, c'est pas le webmaster, c'est pas... Parce que la liste, quand vous allez sur le site même de la FECAFOOT, il y a le nom de Bassogok. Parce que cette liste, je vois, ça a induit tout le monde en erreur. On est passé de 21 à 23. Il y a, en fait, le numéro 22 sur la liste officielle, c'est plutôt Karl Toko et Kambi, et Bassogok est le 24e joueur. Il est effectivement sur la liste. Donc, ça a été une erreur du webmaster. Quand vous allez sur la page Twitter de la FECAFOOT, vous avez la liste. Donc, c'est tout à fait normal qu'il les rappelle parce que Timothée va mieux le dire. En ce moment, vraiment, c'est translucide. Le niveau, la valeur intrinsèque des joueurs de l'équipe nationale du Cameroun est moyenne. C'est des joueurs, c'est pas une insulte, hein, ils sont pour la plupart moyens. Vraiment, je le dis, vous avez des valeurs marchandes là, qui sont un peu au-dessus. André Onana, Zambouanguissa, Choupo, on peut le mettre Choupo parce que ce qu'il a fait, aller au Bayern de Munich sortant du PSG, à son âge, c'est pas donné. On en a parlé ici dernièrement et je le disais, il a un bon état d'esprit, sait qu'il ne sera pas titulaire et il joue toutes les fins de match, ce qui est déjà bien. Donc je pense que comme c'est ça, on ne peut pas encore avoir une bonne base parce que le dernier match, avant le match du 9 dernier, c'était au Rwanda, il y a presque un an, en novembre. Donc vous voyez, il est obligé de rebattre ses cartes à chaque fois parce qu'il n'y a pas eu de période FIFA en mars, il n'y a pas eu de période FIFA en juin, on était obligé de jouer en octobre. On va enchaîner contre le Mozambique, qui est encore dans notre poule pour la Coupe du Monde. Si on va affronter le Mozambique 4 fois, 2 fois pour la CAN, 2 fois pour la Coupe du Monde. Donc, c'est... Baoken, honnêtement, je n'avais pas compris pourquoi il n'était pas là, parce qu'il flambait en club. Donc, il revient à l'entraîneur. Lui-même n'avait pas compris. Voilà, je sais, je sais. Il revient à l'entraîneur de vraiment choisir les joueurs qu'il faut. Même si moi, je l'avais dit, après le match contre le Japon, le chantier est énorme derrière. Vraiment, Aaron Moukoudi a été la satisfaction lors du match contre le Japon. Le chantier est énorme. Ngande, c'est pas trop, il ne doit pas être très bien en ce moment dans sa tête. Il ne doit pas être très bien. Et nos arrières latéraux. D'accord aussi, il n'est pas très bien en ce moment. Oui, j'ai le sentiment qu'il doit. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez intelligent même dans la vie. D'abord intelligent. Ah, mais très sensible. Je veux dire que pour le moindre truc, il peut se perdre complètement. Donc, mais les arrières latéraux, il faut travailler également nos couloirs. J'ai le sentiment que nos latéraux, ils se complaisent un peu, on a le sentiment qu'ils savent qu'ils joueront tous les matchs. Et il faut que l'entraîneur pique au vif tous ces joueurs. Le milieu de terrain, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est le plus lourd contingent quand vous voyez ces milieux de terrain. Donc, il faut travailler. Beaucoup travailler. Oui, Timothée, par rapport à cette liste, l'absence de Nicolas Nkoulou aussi. Oui, Thierry a tout dit. Hein. C'est vrai, il a fait une analyse de professionnel. Bien qu'il soit journaliste, il a fait une analyse très, très professionnelle. Donc, je n'ai rien à ajouter, sauf qu'il faut maintenant que l'entraîneur soit absolument conséquent pour faire une équipe sans... en dehors de toutes ces gymnastiques de corruption, de préférence, de cœur, mais entrer dans une réalité d'objectivité. Vous savez, l'équipe qui accompagne l'équipe nationale, c'est plusieurs entraîneurs. Hein? Des préparateurs physiques, des médecins, il y a tout un ensemble de choses. Il faut tenir compte des paramètres des uns et des autres. Et maintenant, vous, en tant qu'entraîneur, tenir compte de la subtilité, des petits trucs qu'un joueur peut apporter de plus que les autres. Bon, moi, je me réjouis déjà beaucoup que Choupo-Moting puisse revenir. Il est assez humble et je pense qu'il peut faire l'affaire pour nous. Vraiment, on nous manque un marqueur tout le temps. Et nous avons peut-être besoin de Choupo-Moting. Il faut peut-être parfaire un côté chez lui. Hein. Maintenant, pour ce qui concerne les autres, le problème de Nana, c'est qu'il y a déjà des gens qui le remplacer. Il y a des gens de sa trempe, hein, qui jouent même dans une certaine mesure mieux que lui, qui s'expriment mieux que lui, qui ont plus de hargne que lui. Mais lui, il a l'expérience. Hein. Bon, maintenant, c'est là que la différence peut naître. Mais en réalité, si un entraîneur décide de ne pas prendre Koulou, bon, moi, je ne vois pas, à partir du moment où il peut récupérer. Nous avons une très belle réserve de joueurs. Non, parce que quand même, Thierry soulignait un facteur important, qu'on a une équipe moyenne. Enfin, on a une équipe moyenne. Il faisait bien aussi de prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a quand même battu le rappel des troupes voilà, par rapport à cette campagne-là. On a une équipe moyenne, on n'a pas quand même on s'attendait à ce qui est justement des... On a une équipe moyenne parce que quand vous prenez quelqu'un comme Toko Kambi,
Et c'est pas une foudre de guerre. Ouais. C'est pas une foudre de guerre, mais il fait parler de lui en Europe. Mais c'est pas le type sur qui nous pouvons poser nos espoirs. Il reste fragile quelque part. Le seul qu'on voit facilement en train de devenir foudre de guerre, c'est Choupo-Moting. Il est le seul. À une certaine mesure, avant, il y avait peut-être Jake Layton, mais Jake Layton est tombé dans une faiblesse de motivisme qui est parfois embêtant. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça chez les footballeurs, vous qui avez joué au foot? Mais c'est l'engagement du footballeur, c'est son talent. Il y a entre l'engagement qu'il a lui-même et son talent, il y a quelque chose qui ne s'explique pas, et puis une expression spontanée dans le terrain. Il y a une expression spontanée qui vient de Dieu seul. Tu ne peux pas le créer, c'est comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, Thierry disait qu'avant, il y avait beaucoup de génies dans le football. Les gars, ils faisaient des choses extraordinaires. Et pourtant, il n'était pas si assidu que ça à l'entraînement, mais il faisait plus d'heures de match et plus d'heures au terrain. Alors que maintenant, les gars, ils sont plus portés sur qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont gagner, combien ils vont gagner, qu'est-ce qui va se passer. Il y a d'autres préoccupations alors. Il y a d'autres préoccupations derrière. Il y a quand même eu aussi beaucoup de paroles, si on veut dire, de réflexions aussi sur l'absence des joueurs comme d'un joueur. On a parlé de Nicolas Nkoulou, mais aussi d'un joueur comme Alan Nyom. Oui. Voilà. Bon, en fait, les gens font une petite confusion. Et je comprends bien les entraîneurs. Alan Nyom est au niveau des joueurs qui se battent, de bout en bout, il fait partie de cette race de ceux qui se battent. Mais il y a dans sa position de latéral, il y a un côté qui relève d'une intelligence extrêmement subtile. Faire des lectures avant, dans les différents déplacements. Il n'a pas ça totalement, ce tu ne les maîtrises pas. Alors que quand tu regardes la jeune génération qui est en train de le remplacer, c'est des gars très subtils, très volatiles, cette lecture qualitative est très importante sur une arrière latérale. Vous avez vu, si vous avez regardé le match entre, je crois, c'était quoi, Lyon et... Hier, c'était Lyon et quoi? Lyon, dimanche. Dimanche, oui. Lyon-Monaco. Lyon-Monaco. Non, le match de Ligue des Champions. Ligue des Champions. Non, mais c'est pas Marseille contre... Marseille-Manchester City. Marseille-Manchester City. Je regardais bien le déplacement des arrières de Manchester City. Ils avaient de la réaction, ils avaient toujours l'avance, ils sont mobiles. Cette mobilité tue carrément l'adversaire. Avant que la balle vienne, ils sont déjà 1-2 sur lui. Ces mobilités que Marseille aurait pu avoir, mais qui n'ont jamais exprimé. Et nous avons le même problème. C'est un nombre de latéraux chez nous qui n'ont pas cette mobilité. Quand on compare notre milieu de terrain, là, comment on l'appelle, celui qui était à Marseille, là. Zamboanguis, il a une mobilité extraordinaire. Il a une mobilité extraordinaire, mais il n'y a personne pour le suivre à ce moment-là. Il a une mobilité extraordinaire. Or, souvent, les gens font des comparaisons, disent oui, vraiment, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est l'autre. Mais en réalité, il faut regarder ces détails-là de mobilité. C'est sacré. Nous, pendant longtemps, quand on commençait à faire le football total, on apprenait aux latéraux à faire 10 fois, 50 fois les 100 mètres à leur retour du côté latéral, en vitesse. Ce qui fait qu'il faut avoir l'intelligence d'anticipation quand on est dans cette réalité-là. Et le gars, il est talentueux, il est talentueux, mais il lui manque ce côté-là. Il faut comprendre les entraîneurs. Je pense que c'est la même lecture. Oui, c'est ce qu'il dit, ça peut s'expliquer. Je ne suis pas technicien. Vous savez, quand vous voyez, rarement vous voyez des arrières latéraux avoir ce gabarit-là. Il est très grand. Et ça peut avoir des soucis au niveau de la lenteur. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez tonique. Vous avez vu son match qu'il a fait il y a 10 jours contre Barcelone. Il a tenu Messi. Il a tenu Ansu Fati, ils se sont imposés. C'est vrai qu'après, il y a eu ce qu'on a dit, on a lu des choses, soit-disant il aurait insulté Ronald Koeman, tout ceci. Mais Alan Nyom, c'est un peu ça. Il n'a pas le morphotype, si je peux me répéter, des arrières latéraux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas souvent très grands de taille. Ça leur permet d'être mobiles, justement. Comme il le disait. Si vous avez vu Faye Collins, qui a ce morphotype, mais qui est lui par contre lourd, parce que vous savez, on dit généralement la taille doit être proportionnelle au nombre de kilos. Parce que, c'est ce qu'on dit. Si vous avez peut-être 1m75, votre poids ne doit pas excéder 70 kilos, des choses comme ça. Donc, Alan Nyom est très grand, il a plus de 1m85. Donc, pour un latéral, il aurait pu jouer défenseur central. Donc, vous voyez, il a des longs compas
est parti de loin pour un grand gabarit comme lui, c'est pas évident. Vous vous souvenez un peu des années fastes, des années 2000, vous aviez des pères vraiment magiques. Jérémy Nditap à droite avec Lorraine Etamé-Mayer, Salomon Olembe et Pierre Omelin. C'était presque les mêmes gabarits. C'était des gabarits. Ils étaient mobiles, toniques. Et à chaque fois, ils prenaient de coups les défenses. On avait même étudié, vous vous souvenez, des fameux fondements de mathématiques du football de, comment il s'appelle, l'honorable Emmanuel Bichiki, qui avait même porté plainte à Gérard Rouillet, estimant que le DTN de la France était servi de ce document pour que Aimé Jacquet et les Bleus gagnent la Coupe du Monde. Donc, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. C'est-à-dire que les arrières latéraux, c'est généralement des joueurs c'est les premiers attaquants en fait. Cafou n'était pas très petit, mais Cafou, lui, il était mobile. Cafou, le capitaine du Brésil. On a des joueurs comme ça, Roberto Carlos. Vous avez eu Vicente Lizarazu qui était mobile. Et même celui de Real Madrid. Voilà, on l'appelait d'ailleurs le basque bondissant parce que c'était quelqu'un qui était très tonique. Vous voulez pas de Marcelo? C'est vrai qu'il a pris de l'âge, mais il a les réflexes. Donc c'est un peu ça. Et il a bien compris ce que je voulais dire, Timothée. Parlant des Zamboanguissa, je pense que ce qu'il faut à ce joueur, qui pour moi, parce que moi j'ai eu à discuter avec Maxime Nana, qui est son agent, il m'a dit, Zamboanguissa, son jeu est un peu différent des autres parce que lorsqu'il est parti du Cameroun, il est d'abord parti, je ne sais pas si c'est à Rouen ou c'est à Nice, je ne sais plus, avant Marseille, il est reparti à l'école, au centre de formation. Donc on lui a appris de nouveau les fondamentaux. Vous voyez que son jeu est un peu différent des autres. J'estime que si on trouve un véritable 6, c'est-à-dire qu'une sentinelle devant la défense, son jeu sera plus libre. Voilà, bien sûr. Vous avez vu, lors de la Coupe des Confédérations, il était plus à l'aise. Pourquoi? Parce que Sébastien Siani faisait tout le travail. D'ailleurs, il marque un très beau but contre l'Australie, lors du premier match du Cameroun, lors de la Coupe des Confédérations en 2017. Si on a un footballeur, c'est vrai qu'il a son péché, il caresse trop le ballon, mais c'est quelqu'un d'assez technique. Si on trouve un 6, comme on dit, pour qu'on se comprenne, j'aurais pu dire milieu défensif, je pouvais dire un 6. Zamboanguissa, montant d'un cran, il sera un peu... Parce qu'il est à l'école du box-to-box en Angleterre. C'est un joueur qui est très technique, qui est fin. S'il a quelqu'un qui comprend ça, qui va faire le sale boulot, lui pourra se projeter, pourra être une bonne rame de lancement pour les joueurs. Maintenant, devant, c'est un peu également ça, l'équation à plusieurs inconnus. Toko et Kambi, il doit avoir, je crois que c'est le feeling également. Vous avez un joueur qui est mieux utilisé en club qu'en sélection nationale. Vous l'amenez et ce n'est pas un avant-centre fixe. Il peut être sur le couloir, il peut être en 9,5. Vous avez Choupo qui revient. Vous avez Baoken. À un moment donné, moi j'avais pensé que surtout lors de la CAN, il aurait pu être cet avant-centre là parce qu'il a tout pour l'être. Il a un peu le style Patrick Ngouma. Il est baroudeur, il est costaud. Vous avez Bassogor, tout le monde connaît son jeu. Ce sera difficile pour lui vraiment de grappiller à nouveau une place. Donc devant, il y a des places à prendre. Il faut juste savoir les utiliser parce qu'on a ce problème. On n'a plus cet attaquant fixe qui va faire le travail et qui est capable de marquer, de faire marquer. C'est un peu ça le souci qu'on a devant. Alors peut-être une réaction rapide sur quand même un amateur sur cette liste, Timothée Makongo, Sidiki Aboubakari de l'Union sportive de Douala. Voilà. Mais c'est important parce que ça va lui permettre d'apprendre, de s'élever pour qu'il soit dans beaucoup d'humilité. Et pourquoi pas de se manifester dès le départ, montrer qu'il est un joueur à la hauteur dès le départ. Tout est possible. Maintenant, c'est au fil des matchs, au fil des essais, qu'on verra de quoi il est capable. Alors, mais je pense que c'est bon, c'est bon de prendre quand même quelques amateurs. Ne serait-ce que pour préparer l'avenir, voir qui se prépare psychologiquement. Et même parfois, leur donner 10 minutes, 15 minutes d'un jeu, c'est très bien, à mon avis. Quand même, sur ce match, Cameroun-Mozambique, je pense que le Cameroun est mieux outillé que le Mozambique. Je pense. Je pense. Vraiment, pour ma part, je pense. Mais au vu de toutes leurs prestations, j'ai vu toutes leurs dernières prestations, je me dis que le Cameroun est mieux outillé que le Mozambique. Et j'ai vu le Mozambique s'exprimer avec... Il y a des élémentaires, des préliminaires, des erreurs préliminaires élémentaires que le Cameroun ne fait plus. C'est-à-dire que des automatismes qui sont déjà innés, qui sont déjà à l'intérieur du Cameroun, dans le mouvement camerounais. Et j'ai vu le Mozambique avoir encore quelques... Ils ont un côté des joueurs individuels qui sont bons, qui sont pas mal. Ils ont 3 ou 4 joueurs de bonne facture qui peuvent essayer de dribbler tout le monde. Mais le football prend une proportion telle que et tout le monde se met un peu à la fois mélange de Guado là et l'autre là avec cette conservation, ce truc là où j'ai vu l'autre jour, Marseille a fait un système de losange qui était extraordinaire.
en termes de défense. C'est-à-dire qu'ils resserraient dans tous les sens. Et le Cameroun a des bases. En fait, on a des bases. On a beaucoup de professionnels qui comprennent un peu toutes ces bases. Hein. Or, le Mozambique, j'ai eu l'impression que c'est un pays qui a les bases sur les pays du monde sont en pleine expansion. Mais il y a des manquements que j'ai vus chez les Mozambicains qui comptent sur leur force individuelle. Donc pour vous, le Cameroun est mieux outillé pour remporter ce match. Vous êtes du même avis aussi, Thierry? Puisque le premier match, hein, parce qu'on joue le 12 à Douala, probablement Bepanda, si rien ne change, et le 16 à Maputo. Vous savez, le Mozambique, c'est 2 cannes, hein, 2 participants, je ne sais plus, en 86 et je crois également en 2010, quelque chose comme ça. Mais c'est un football lusitanien, c'est-à-dire proche du style des Portugais. Bon, si on veut rester en Afrique, un peu le même style que le Cap-Vert, qui est également dans notre poule. C'est parfois des équipes qui nous donnent du fil à retordre parce qu'elles sont techniques. Et le Cameroun, dont l'atout numéro 1 réside sur son physique, parfois du mal, mais lorsqu'il réussit à enrayer cette machine, donc à la maison, il faut juste que le Cameroun soigne son goal average. C'est bon pour la confiance, pour la suite, parce que le chemin qui mène à la CAN et à la Coupe du Monde est trop long. C'est presque 2 ans qui nous séparent de cette Coupe du Monde-là et un an, moins d'un, on va dire comme ça, 1 an et demi de la CAN. Donc, à la maison, avantage Cameroun. On a 4 points dans cette poule-là. Nous, on joue pour se préparer. On ne veut pas dire qu'on joue pour rien. On joue pour mieux nous structurer. Mais maintenant, vous savez, à l'époque, le football mozambicain, c'était Ferroviario de Maputo, ou bien Costa de Sol. Maintenant, c'est des joueurs qui jouent au Portugal, qui jouent en Afrique du Sud, qui jouent en Angola. Donc, c'est un peu un football... Ce n'est pas une équipe à prendre de haut. Hein. Non, il faut jouer les matchs. C'est plus le Mozambique qu'on avait battu 6-1. En 2001, parce qu'il faut dire qu'on avait quand même infligé 6-1 à cette équipe en 2001 lors au match retour, éliminatoire de la Coupe du Monde 2002. Je crois que c'était l'un des derniers matchs de Pierre Lechante, après l'avant-dernier, parce que le match qui coûte la place à Lechante, c'est ce fameux match qu'on joue, je crois que c'était du retour de l'Angola, c'est plus trop. Donc, le Mozambique, il faut le battre. C'est d'abord le capital confiance, il faut le battre. Vous savez, après le match nul contre le Cap-Vert en Fandena, il y a 1 an, le public avait quand même été désabusé. Ils estimaient que les joueurs avaient levé le pied. Bon, certains s'étaient réfugiés derrière la pelouse parce que les Lions avaient joué la veille. On estimait que la pelouse était lourde. Mais car le public était médusé, estimant qu'ils n'avaient pas fait le déplacement pour voir des sénateurs. On peut faire mieux. La preuve, c'est que 3 jours plus tard à Kigali, on allait battre le Rwanda sur un but de Muminga Mal. Donc, il faut, pour ce match, qu'on mette le public dans la poche et que les joueurs eux-mêmes se mettent en confiance. Parce que même dans cette liste, vous avez le cas Jean-Pierre Samé qu'on n'a pas évoqué, qui était meilleur buteur du Camerounais de l'autre côté, meilleur buteur africain la saison dernière. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe avec ce joueur. Il y a une sorte de mal-être. Il y a toujours une raison. On ne sait pas ce qui se passe. Depuis quasiment 2 ans, c'est la totale avec ce joueur. Pourtant, et c'est un nom qui revient. Pourtant, c'est ce joueur qui pouvait donc être un point d'ancrage. Il a 1m88. Il a marqué plus de 40 buts, toutes compétitions confondues la saison dernière au Young Boys en Suisse. Il a été meilleur buteur des championnats de Suisse, vainqueur de la Coupe, vainqueur du championnat. Il joue avec Muminga Maleda. Lui, il est là. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe avec ce joueur-là. Donc, il y a des zones d'ombre dans cette équipe. Voilà quelqu'un qui pouvait vraiment être ce point d'ancrage-là et fixer ses défenses-là par rapport à son gabarit et à son excellent jeu de tête. Donc, on va se contenter de ceux qui sont là et surtout espérer que la préparation sera des plus saines. Et il faut également le dire, on appelle également le gouvernement à revoir à la hausse le nombre de personnes au stade. Parce que s'il faut jouer à Bepanda avec 200 personnes pour un match comme celui-là... Nous sommes quand même dans un contexte de crise sanitaire. Oui, mais on peut alléger. Si un stade de 10 000 places ou de 20 000 places, on peut peut-être mettre même 5 000. Le cas. Oui. On verra bien d'ici. En fait, beaucoup de gens... Tu as pas vu, je t'ai envoyé un truc là, de conférence où les Américains ils ont condamné le port du masque, même ce truc-là, que ça mène à la catastrophe. J'ai le truc, je vais te l'envoyer. C'est extraordinaire. Pour le moment, il est recommandé de porter son masque. Non, après ça n'a pas encore changé. Merci Timothée Bakongo. C'est une commission médicale. Merci Thierry d'être venu débattre avec nous. Merci Thierry. Ainsi que toute l'équipe technique avec Adonis Yamen à la réalisation. Je vous remercie mesdames, messieurs de votre attention. On se retrouve la semaine
prochaine sur Spectrum Télévision. Au revoir.